swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec, attention, quelqu'un que Rust admire énormément, monsieur Aymeric Prady, champion de France de bras de fer. Alors Aymeric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors première question quand même pour introduire un petit peu cette discipline parce qu'il y a énormément de fantasmes, de mythes autour du bras de fer. Comment ça se passe exactement, on va dire, à ton niveau qui est professionnel? Alors, comment ça se passe? Mon niveau est professionnel. Après, en France, donc j'ai pas le statut de professionnel comme on l'entend. On ne vit pas de ce sport-là en France. On peut en vivre dans d'autres pays, comme en Bulgarie. Récemment, j'ai fait ce qu'on appelle un vendetta, un duel avec le numéro mondial de ma catégorie, Krasimir Kostadinov, qui lui est bulgare et qui, lui, c'est son métier. Donc, quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie, voilà, comme tout athlète, il est athlète. C'est pas le cas en France, voilà, et je pense que ça sera pas le cas de suite, en tout cas. Et comment ça se passe? Il y a une fédération qui t'accompagne ou tu es vraiment seul face au reste du monde? La fédération, c'est moi. Non, la fédération, non, je rigole, mais enfin, j'ai mis en place pas mal de choses comme le MMA a fait, en fait. Hein. Donc, moi, je suis vice-président de la fédération, je suis président de la commission nationale sportive du bras de fer sportif. Vice-président en charge du bras de fer. Donc j'ai fait intégrer le bras de fer sportif au sein de la FF Force, qui est une fédération qui regroupe différentes disciplines, un peu comme le MMA qui a rejoint, c'était fédération de boxe, non? Exactement. Ouais, Yes. Mais j'ai fait ça quasiment en même temps. J'ai fait ça au mois de juin de l'année passée, presque en même temps que le MMA. Donc on a l'agrément ministériel. Donc la FF Force regroupe donc le bras de fer sportif, la force athlétique, qui est le powerlifting en anglais. Tu as le culturisme et le kettlebell sport. Voilà. Il y a ces 4 disciplines au sein de cette même fédé-là. Toutes ces disciplines ont l'agrément ministériel. Certaines ont la délégation ministérielle, c'est ce que demandait le MMA. Et c'est ce que j'ai demandé pour le bras de fer, qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est une grosse avancée, parce que la délégation, après, permet le sport de haut niveau. D'accord. Et plein de choses, des subventions, une reconnaissance d'État, qu'on a déjà avec l'agrément. Donc c'est une grosse avancée pour le sport en France. Une reconnaissance officielle, des titres maintenant de champion de France officiel, puisqu'avant il y avait des champions de France, mais c'était pas des titres officiels. Hein. Donc comme le MMA, moi j'en ai fait aussi. Hein. Donc j'ai fait du grappling, j'ai fait du MMA aussi quand j'étais plus jeune. Ok. Ouais, notamment, je me suis entraîné avec Mathias Riccio, Thomas Loubersan aussi, très grand lutteur français. C'est un bon pote à moi. Une dizaine d'années, on n'a pas et aussi Anthony Rea. D'accord, ok. Ah oui, donc. Voilà. Je suis Toulouse, moi, à la base, donc tous ces gens-là, je les ai côtoyés au tout début du MMA où c'était pas un peu mainstream comme maintenant. J'avais 18-19 ans, c'était un peu underground, on allait dans les salles, tout était interdit un peu. Dans les caves. Voilà, c'était une autre époque. Donc voilà, j'ai fait cette avancée-là pour le bras de fer sportif, donc ça c'est bien. Donc ça tout se met en place. Là, je suis en train de faire les brevets fédéraux d'entraîneur et d'arbitre. Donc tout se structure, voilà. Et alors, comment est-ce que tu as découvert, comment est-ce que tu es passé au bras de fer du coup? Du coup, on va faire un petit peu l'historique sportif. Donc moi, à la base, alors si on prend tout petit, j'ai fait du basket pendant peut-être 7 ans jusqu'à 14-15 ans. Après, j'ai fait du rugby en Toulouse, c'est logique. Hein. J'ai fait du rugby jusqu'en junior Crabos, élite. J'ai fait une finale de championnat de France contre le Stade Toulousain. Moi, je jouais à Blagnac, qui est dans la banlieue de Toulouse. D'accord, ok. On a perdu contre le Stade, comme souvent. Et voilà, après j'ai basculé sur le powerlifting, la force athlétique. Donc, j'ai été champion de France espoir en 2009. Et pendant cette période-là, en même temps, je faisais du grappling et du MMA dans le club de Toulouse. Donc avec comme entraîneur Anthony Rea, Thomas Loubersan, qui n'était pas entraîneur encore, qui était élève comme moi à l'époque. Qu'il est devenu après, il est devenu aussi mon entraîneur après. On a commencé quasiment en même temps. Et puis pendant cette période-là, j'ai découvert le bras de fer un peu comme tout le monde par YouTube. C'est génial, il faut que je fasse ça, que j'essaye de faire ça. Il n'y avait rien de structuré en France, je n'ai pas trouvé. Puis c'était une idée qui m'est restée derrière la tête. Je suis allé faire mes études en Belgique. Donc je suis kiné aujourd'hui, donc j'ai un master en kinésithérapie. Et quand je suis allé en Belgique, cette idée-là m'est restée. Et donc bon, j'ai commencé à chercher. La Belgique étant plus petit, j'ai trouvé des gens plus facilement autour de moi pour commencer. Et j'ai commencé la pratique en Belgique.
du bras de fer. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des partenaires d'entraînement, puis qui sont devenus des amis. Alors, comme tout dans le sport, voilà, on accroche parce que voilà, on a des potes en fait. Et j'ai commencé à pratiquer fin 2010 et j'ai vraiment commencé à faire du bras de fer en 2011. Et puis après, ça allait très très vite. J'avais quand même une bonne base de sport avant, donc la progression s'est fait rapidement. J'ai très vite accroché. Et puis après, voilà, des titres de champion de France, voilà, à l'international aussi. Première médaille ce qu'on appelle au Zloty Tour, qui est la compétition professionnelle de référence. Je suis le seul Français à avoir une médaille là-dedans. Voilà, classement mondial aussi. J'ai fait pas mal de choses intéressantes, des duels et des vendettas avec les meilleurs athlètes du monde. Donc voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Mais la découverte s'est faite comme ça. Je pense que c'était quand je faisais de la force athlétique. Dans la salle, un pote à moi qui me montre des vidéos de bras de fer pro. Je dis putain, mais c'est génial, c'est un sport et tout. Et là, je m'y suis intéressé. Dès que je rentre dans un truc, je fouille YouTube, Google, tu cherches l'historique de la discipline, etc. Je m'y intéresse et je dis ça m'intéresse. Et bon, après, malheureusement, il n'y avait rien de structuré en France. Et là, en fait, c'est un peu ce que j'ai pas eu quand j'ai commencé. J'essaie de le redonner maintenant. Donc maintenant, ça fait. Donc j'ai commencé en 2011. Ça fait 8 ans, 9 ans que je fais du bras de fer. Donc maintenant, c'est le temps de redonner ce que m'a donné cette discipline-là en France et de structurer pour que les jeunes qui arrivent ne galèrent pas comme j'ai galéré pour pratiquer, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a comme entraînement spécifique? Toi, une journée type, entre guillemets. Une journée type. Alors, le bras de fer, c'est. Comment dire, ça se rapproche beaucoup plus Bon, moi j'ai fait du grappling et voilà, ça se rapproche exactement, c'est comme de la lutte en fait. En plus, le terme anglais est vraiment plus approprié. Arm wrestling, c'est la lutte, quoi, vraiment. Donc en fait, à l'instar d'un lutteur ou d'un mec qui fait du grappling ou un mec qui fait des sports de combat, ok, l'entraînement physique, la préparation en salle de muscu, c'est important, mais c'est pas le cœur de la chose. Le cœur, c'est le sparring. Et le bras de fer, c'est pareil. Le cœur de la discipline, c'est du sparring. Donc il faut une table de bras de fer et des partenaires d'entraînement. Moi, je l'ai vu, je participais à mon petit niveau à la prépa d'Anthony Rea. Je sais que voilà, quand tu cherches le haut niveau, les grands champions comme ça, ce qui galère, c'est avoir des bons sparring toute l'année. C'est ça qu'ils cherchent. Et en bras de fer, c'est la même chose. C'est pour ça que je suis toujours en Belgique actuellement. D'accord. Parce que je suis de Toulouse, donc Bruxelles j'aime bien, mais bon, voilà, je suis du sud de la France. C'est pas parce que j'adore la Belgique que je suis ici. J'aurais dû retourner après mes études dans le sud de la France, mais il n'y avait rien, il n'y a pas de structure, pas de club, et surtout pas d'athlètes de haut niveau. Ce que j'ai ici, je m'entraîne avec un Ukrainien, un Bulgare, 2 Roumains de niveau international, qui m'apportent beaucoup dans la discipline. Et c'est ça le cœur de la discipline. Donc en fait, un entraînement type, dans la semaine, on va faire 1 à 2 fois du sparring à la table. Il faut quand même du repos. Le sparring, c'est un peu intensif. Il faut que le corps récupère. C'est assez traumatisant sur des petits endroits du corps, que ce soit le coude, les épaules. Donc il faut laisser du temps. Et entre-temps, on planifie des entraînements spécifiques. Soit sur des renforcements vraiment spécifiques au bras de fer, qui utilisent des muscles vraiment bien particuliers au niveau de l'avant-bras et du bras et du poignet. Et après, un peu d'entraînement non spécifique qu'on peut faire en musculation. Voilà, tous les exercices de muscu un peu classiques qu'on fait. Et je m'entraîne quand je suis en bonne phase de prépa, 5 à 6 fois semaine, mais les intensités varient en fait. Il y a plusieurs écoles aussi, que ça soit, parce que j'ai pas mal bougé dans le monde entier. Qu'on font les mecs du sport de combat, tous les mecs ils vont soit aux États-Unis, ils vont au Brésil. Je me souviens, voilà, tu vas au Brésil, tu veux faire du grappling, la lutte à livrer, tu vas au Brésil, c'est tout, c'est comme ça qu'il faut aller. Moi je vais en Russie, je vais au Kazakhstan, je vais en Bulgarie, c'est là où ça se passe. Et il y a différentes manières d'aborder l'entraînement. Les Bulgares, ils aiment bien s'entraîner tous les jours, voire 2 fois par jour pour certains quand ils sont pros. Kazakhstan aussi, c'est beaucoup tous les jours. En Ukraine, c'est un peu différent. Ils font un peu moins de sparring, ils font beaucoup plus de prépa physique. En Géorgie aussi, c'est un peu pareil, beaucoup plus de prépa physique. Ils aiment bien charger lourd, faire gagner en puissance pure. Et le sparring passe un peu après. Il y a plusieurs écoles, Il y a plusieurs écoles là-dessus. Et au niveau matériel, on voit par exemple que ce soit les meilleurs du monde, donc que ce soit Devon Larratt ou même, du coup, on voit effectivement pas mal de gens, même dans les pays de l'Est, qui s'entraînent avec vraiment du matos ultra spécifique. Bien sûr. Et c'est vraiment des trucs qui sont développés spécialement pour le bras de fer, en fait, que ce soit pour tirer, que ce soit vraiment. Et ça, du coup, tu en as toi-même. Il y a tout un merchandising qui va autour, c'est-à-dire du matériel d'entraînement spécifique. En fait, en général, c'est des poignées spéciales vraiment pour entraîner
les bras, la main. Parce qu'en fait, le bras de fer, ok, on voit le bras, ça c'est que tout le monde voit le bras. Le bras est important, mais c'est pas le plus important. Tu as besoin de tout le corps, tu as besoin d'un gainage fort. Le seul truc que tu n'as pas besoin en bras de fer, c'est les jambes. Voilà. Enfin, tu n'as pas besoin d'être fort dans les jambes. Après, le placement des jambes est très important et le placement du corps est important. Comment tes jambes bougent. Mais la force n'est pas nécessaire. Tu as besoin d'une force, une bonne sangle abdominale, un dos très fort, des épaules, des bras forts. Mais le facteur le plus important, c'est ta main. En fait, c'est la force dans les doigts, le poignet et la main, puisque tout passe par là. Toute la force est transmise par là. Donc, peu importe ce que tu peux développer en force globale dans le reste du corps, si ta main ne suit pas, ton poignet ne suit pas, il n'y a pas de transfert de force du tout. On va prendre l'exemple. Puisque là on est dans les sports de combat, on va prendre l'exemple d'un judoka, tu vois. Un judoka, s'il ne prend pas bien le kimono, tu vois, ça va pas le faire. Il faut qu'il ait un grip fort, sinon toute la technique qu'il a derrière ou toute la puissance qu'il a derrière ne sera pas transmise dans le mouvement. En bras de fer, c'est un peu la même chose. Donc en fait, effectivement, tu as besoin d'un matériel très spécifique pour entraîner ta main. Cela étant dit, ça ne remplace jamais le sparring. Jamais. Parce qu'on ne peut pas recréer et on ne pourra jamais recréer un adversaire. C'est pas possible. Je veux dire, c'est comme la boxe, à un moment donné, le sac de frappe, il ne te renvoie pas les coups. C'est bien de t'entraîner sur un sac de frappe, mais ça vaut pas un sparring. Tu vois, voilà. Mais c'est vrai que, et d'ailleurs, il y a 2 vidéos pour lesquelles je vais carrément aller geeker et faire le fan, mais c'est vraiment, ça va permettre aux auditeurs de comprendre un petit peu à quel point c'est spécifique et la technique vraiment est super importante en bras de fer. C'est que par exemple, la vidéo qui a fait. Déjà, il faut savoir que les vidéos de combat de bras de fer font des millions de vues, vraiment des millions. Et il y a une vidéo qui est très connue, c'est celle de Thor, donc le strongman qui vient de battre le record de 501 kilos en deadlift, qui combat justement en bras de fer contre Devon Larratt. Et Devon Larratt, il doit être à 715 kilos, quelque chose comme ça. Et vraiment, Devon Larratt joue avec. C'est-à-dire que ce n'est même pas un effort pour Devon Larratt que de battre la montagne en bras de fer. Et ça vous donne vraiment une idée de ce que c'est le bras de fer. C'est loin d'être que de la puissance brute, même s'il y en a. Et la deuxième vidéo est promise parce que c'est vraiment vite, mais une vidéo qui m'a impressionné aussi, c'est celle de Alexei Voevoda, qui est aussi un champion, qui est d'ailleurs dans le documentaire que je vous conseille, qui s'appelle Pulling John. Qui m'a beaucoup inspiré. Faudra qu'on en parle. Et en gros, il y a une vidéo qui est aussi sur YouTube où c'est Alexei Voevoda qui est dans un séminaire et il y a une file d'attente de personnes qui viennent. Il prend leurs bras chacun à leur tour et en gros, en l'espace d'une seule poignée de main et d'un seul tirage, il est capable de leur dire au doigt près qu'est-ce qu'il faut qu'ils travaillent, quel sera leur point fort, leur point faible, quelle partie du bras il faudra utiliser, quelle poignée, Et simplement pour vous dire à quel point c'est technique. Et d'ailleurs, j'en profite pour embayer. Est-ce que tu peux nous donner rapidement le shoulder roll, le top roll, les techniques basiques que les gens voient un petit peu, par exemple, comprennent ce que c'est que les techniques basiques? Alors, les techniques basiques, on va dire, il y en a 3. Après, ça se décline dans plein de choses différentes. On va dire, on va aller simple. Si tu veux, tu as ce qu'on appelle le top roll, ce qu'on appelle l'extérieur en français, en fait. C'est aller attaquer l'extérieur de la main. Donc, tu vas jouer dans le poignet et les doigts de ton adversaire. Donc, tu vas attaquer cette zone-là, prioritairement. Les muscles les plus importants à ce moment-là sont le brachioradial. Après, tous les muscles travaillent tout le temps. On va dire là, on va dire les muscles qui travaillent le plus, le brachioradial, ta pronation, c'est le mouvement de pronation au niveau du poignet, et tes doigts. Et on va dire surtout les 2 premiers, l'index et le majeur qui sont importants à ce moment-là. Et si on rentre un peu dans les détails, l'abduction radiale, en fait, la stabilité du poignet, si tu veux, pour que les gens comprennent, en position neutre. Ton poignet en position neutre, il faut qu'il soit très rigide. Si tu perds ton poignet, tu perds ta chaîne musculaire, ton axe de force fonctionne beaucoup moins bien à ce moment-là. Donc ça, c'est le top roll. C'est une technique qui est moins naturelle. Là, il faut beaucoup d'entraînement parce que c'est vraiment un apprentissage différent. On va dire que c'est une technique qui est... toutes les techniques demandent beaucoup de force, mais elle est moins dans l'affrontement. On va dire, on va dévier la force de l'adversaire et essayer d'attaquer là où il est plus faible, c'est-à-dire souvent dans les doigts. Et souvent, des fois, on peut même attaquer juste le petit doigt. On va dire, on pourrait même faire un parallèle avec un peu l'aïkido. L'aïkido, quand j'en ai fait aussi un petit peu, c'est-à-dire que quand on prend le poignet ou le doigt de l'adversaire, il a beau faire 200 kilos, il y a tout qui suit, quoi. Donc c'est un peu cette idée-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le hook, on va dire le crochet ou jouer à l'intérieur, ce qu'on appelle l'intérieur, on va dire en français. Donc là, on va rentrer bras contre bras, biceps contre biceps, et donc là, on va dire le biceps est très important.
La flexion du poignet à ce moment-là est très importante. La flexion ce qu'on appelle du carpe, du poignet est très importante. Et une dimension de ce qu'on appelle de side pressure, c'est-à-dire de poussée latérale. Voilà. Okay. Là, on va dire que c'est une technique qui est plus traumatisante que la première, qui demande plus de puissance pure. Bien que toute technique demande de la puissance, mais on va dire que c'est plus musculaire encore comme technique. Il y a plein de déclinaisons dans le hook. On va dire là, on va rester très simple. Et ensuite, une autre technique, on va dire, c'est la shoulder press ou la presse avec le triceps en fait. Là, on va engager l'épaule et le triceps parce que souvent, en fait, les gens c'est là où ça surprend les gens. C'est-à-dire qu'on peut gagner aussi sans utiliser le biceps, en utilisant le triceps en fait pour presser le bras de l'adversaire. Et là, c'est une technique encore plus traumatisante que les deux premières. Parce que bon, le triceps, ok, mais après le triceps, on va engager énormément l'articulation du coude. Donc si les ligaments et l'articulation du coude n'est pas super stable, et que l'adversaire contre cette technique-là, il y a une pression qui est énorme dedans, et si le corps n'est pas prêt, ça peut engendrer des blessures assez importantes. Mais après, comme dans tout sport, si on est prêt, on ne se blesse pas plus que dans d'autres sports. Ça aussi, c'est une idée à déconstruire au niveau du bras de fer, parce qu'effectivement, il y a plein de vidéos qui circulent sur du bras de fer qui n'en est pas en fait, hein. C'est du bras de fer de comptoir, etc. C'est comme si pour juger de l'UFC ou du MMA, on prenait des bagarres de bar, combat de rue, ouais. Des combats de rue. Effectivement, si le mec tu lui fais une souplesse arrière, il tombe sur du béton, c'est pas la même chose. Voilà, mais oui, mais là, c'est un peu la même chose. Et c'est à rappeler, normalement, le bras de fer, effectivement, se fait sur une table de bras de fer. Alors pourquoi la table ? Il y a deux choses importantes. La table, il y a un aspect sécuritaire, c'est-à-dire que la table est disposée d'une certaine manière qu'on évite, si tu veux, que le corps soit placé dans une situation lésionnelle, dangereuse. Et en plus, il y a un côté fair play, c'est-à-dire que les deux adversaires sont placés de la même manière. Alors quand on va faire un bras de fer sur un coin de table ou dans un bar, il y en a forcément un des deux qui est mal placé, donc il y a un désavantage dès le départ, donc c'est pas fair play. Et en plus, un des deux forcément a une position qui est potentiellement lésionnelle. Alors, ça va dépendre de plein de facteurs. Est-ce que le mec a beaucoup d'orgueil, il a mal, il lâche pas, l'autre est très fort, il pousse comme un âne, et donc forcément, tu as soit des luxations, soit des fractures de l'humérus qui peuvent arriver assez fréquemment. Ce qu'il faut dire, quand tu pratiques du bras de fer, déjà sur une table, les risques sont vraiment, vraiment diminués. Après, la fracture n'est pas exclue. Ça arrive des fois chez des débutants que même sur une table, même avec des arbitres, ça casse. Et ça casse parce que souvent, le corps n'a pas eu le temps d'être suffisamment prêt. On va mettre encore un parallèle puisque c'est la chaîne de jeu avec les sports de combat. Un mec qui fait de la boxe taille ou qui fait de la boxe à un moment donné, il renforce ses points. Il y a plein de gens qui font des bagarres de rue, ils ne sont jamais renforcés les points. Il y a les métas et les phalanges qui pètent. C'est clair. Tu n'as jamais pris de coups dans la tête, les pommettes lâchent. Plein de choses qui lâchent. Avec le temps, en général, c'est des blessures comme ça au niveau, alors que les mecs tapent comme des bourrins, hein, ça casse pas. Parce que le corps a eu le temps de grandir avec tout ça. Le bras de fer, c'est un peu la même chose. Si on a beaucoup de force musculaire, souvent ça arrive, soit les mecs très fragiles, soit les mecs justement très très forts musculairement. Et en fait, toute l'ossature n'est pas prête à ce genre de stress. Voilà, ils ont eu des stress d'ossature différents, avec par exemple des mouvements en ligne comme le développé couché ou des choses comme ça, mais le bras de fer, c'est pas des mouvements comme ça. Le corps est capable de développer beaucoup de force musculaire, mais les os, dans cet axe-là, ne sont pas du tout prêts. Et donc, quand on va trop vite, justement, moi j'ai déjà fait pour revenir à ce que tu disais sur la montagne, moi j'ai déjà fait des démos au championnat de France de Strongman, à tous les hommes les plus forts de France. Et effectivement, moi je fais comme des Von Laratte, ou même si je prends Thor, c'est pareil, je vais m'amuser aussi. C'est pas parce que je suis 15 fois plus fort que lui. Ok, je suis plus fort que lui au bras fer, mais bon, je suis incapable de soulever 500 kilos. Voilà. Et donc, parce qu'il ne s'est pas entraîné, tout simplement. Après, moi, quand je faisais des démos, ça étonne les gens, parce que bon, j'ai un gabarit, je ne suis pas monstrueux, je fais 1m80, je fais 100 kg. Quand je faisais des démos, tu avais des mecs qui faisaient 160 kg. J'avais l'impression, tu le mets à côté, j'ai l'impression que je suis un enfant. Hein, et tu avais les gens qui regardaient, mais comment c'est possible ? C'est pas juste je les bats, c'est en plus je les bats facilement. Ouais. Pas parce que je suis beaucoup plus fort, c'est parce qu'ils n'ont pas pratiqué le bras de fer. Et donc je suis fort en bras de fer, mais je ne suis pas capable de faire ce qu'ils font. Ils retournent des voitures, ils soulèvent des pneus de 500 kg. Voilà, après c'est que les gens ont une approche de la force. La force, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de force absolue. C'est une force à quoi ? Même le titre d'homme le plus fort du monde qu'a Eddie Hall et qu'a Thor, c'est le plus fort du monde dans ces exercices-là. Demain, tu lui demandes de faire de l'haltérophilie, qui est un sport de force aussi, il sera incapable de faire de l'haltérophilie.
parce que ça demande d'autres qualités, énormément de technicité pour faire de l'haltérophilie. Les sports de combat, c'est encore un peu différent, mais je veux dire, la force est un facteur important dans les sports de combat, mais pas que. Je veux dire, là, ils vont faire un combat de boxe, ça va être ridicule. Ouais. Oui. Bon, c'est pour le show, à mon avis, c'est du business, ça va faire du pay-per-view, voilà, mais je veux dire, tu les mets dans un ring, même contre, je sais pas, Georges Saint-Pierre qui fait 3 fois moins le poids, je mets tout mon argent sur Saint-Pierre, tu vois, c'est sûr qu'il va gagner, tu vois. Et pourtant, il n'est pas plus fort que l'autre, enfin, entre guillemets, mais il est plus fort dans la cage, il est plus fort sur un ring. Mais même Floyd Mayweather, tu lui mets des gants contre Thor, il va gagner. Au point, il gagnera. Mais c'est sûr, l'autre il va pas le toucher. Hein. Oui, complètement. Ouais. Non, mais c'est certain, tu vois. Pourtant, si tu leur fais faire du MMA, c'est différent parce qu'il suffit qu'il l'attrape, il tombe dessus. Bon, Floyd, c'est terminé. Voilà, ça va être compliqué. Mais en anglaise, je mets tout mon argent sur Mayweather. Il va pas, l'autre ne le touchera pas. Il ne le touchera pas. Alors, est-ce que Floyd le mettra KO? Ça, c'est autre chose, mais et encore, franchement, parce que quand l'autre il aura plus de cardio, qu'il aura les gants en bas là, il suffit qu'il touche une fois, le menton ça se muscle pas. Hein. Surtout quand tu n'as jamais pris de coup, comme eux, ils l'ont jamais pris. Encore que, tu vois. Donc tout ça, tu vois, c'est parce que les gens ont une approche. Donc moi j'ai une vision pluridisciplinaire. J'ai fait tous ces sports-là en fait, à un niveau assez correct à chaque fois. Donc je vois très bien, il y a des passerelles partout. Effectivement, quand tu es très fort là, tu peux devenir très fort ici, mais ça va te demander un travail de fou. Et surtout renoncer, tu peux pas être fort partout, c'est pas possible. C'est tellement spécifique, des sports spécifiques à un moment donné. Ok, tu as des qualités athlétiques, tu peux jongler. Tu as des mecs qui ont fait ça, qui ont fait des transferts de discipline, mais ça leur demande de perdre du poids. Un mec comme, on va prendre un mec qui a fait vraiment un transfert, qui est Mariusz Pudzianowski. Et au début a fait ça à moitié, il est resté énorme à faire 150 kilos. Le mec il explose au bout de 30 secondes parce qu'il n'a pas de cardio. Maintenant il a vraiment perdu du poids, je pense qu'il fait 110 kilos. Alors que quand il faisait du strong, il en faisait 150 ou 160, tu vois. Et il commence à être pas trop mal, parce qu'il a, bon, ça reste pas exceptionnel, mais il a fait l'effort, il a fait vraiment le transfert. Il a vraiment perdu des masses inutiles qui lui servaient à rien pour les sports de combat, et aujourd'hui il doit faire 110 kilos, plutôt fit pour les sports de combat. Et c'est déjà, ça ressemble un peu plus à quelque chose. D'ailleurs, j'ai vu, il a mis un commentaire sur le truc des Dioles, il s'est mis dedans. Il essaye, il a vu la brèche pour faire un peu de buzz et de l'argent. Donc, voilà, c'est une approche. Et voilà, et le bras de fer n'échappe pas à la règle. Alors, le bras de fer, comme c'est. Les gens n'ont pas l'habitude. Ils pensent que le bras de fer, effectivement, si tu es fort au bras de fer. Pas automatiquement. Ça te donne un potentiel. Effectivement, si le mec est puissant. Un mec comme Thor, si demain il arrête de faire du strong, il se dit je veux faire du bras de fer, effectivement, dans 2-3 ans, que ça soit moi ou la rate, on va pas rigoler. Tu vois, tu vois, parce que le mec est monstrueux. Voilà, en plus, il a des données. Tu vois, anatomique favorable. Quand plus tu es grand, plus tu es massif, ta main est grande, etc. Donc ça te donne des avantages pour le sport. Dans n'importe quel sport, ça te donne des avantages. Du coup, ça ne sera pas la même chose, mais il va falloir qu'il fasse un transfert pur, qu'il arrête, quoi, tu vois, qu'il se focalise sur le sport. Et demain, voilà. Après, est-ce qu'il sera super bon? Parce qu'après, quand tu te spécialises pendant trop longtemps, tu peux faire un transfert, mais jusqu'à quel point? Parce qu'après, ton corps, tout se modifie et c'est très compliqué de revenir en arrière. Tu peux revenir d'une certaine manière, mais après, tu es figé un petit peu dans ta discipline. Tu ne peux pas être aussi bon que si tu avais commencé par une ou autre des disciplines, en général. Tu vois, après, tu as toujours des exceptions là-dessus, mais voilà. Et au plus haut niveau, quand tu te mesures au meilleur au monde, est-ce que, justement, on avait parlé avec Aurélien Lejeune, qui est champion de France de Strongman, qui disait que justement... J'ai fait une démo avec Aurélien. Et voilà, et justement... Et on en avait parlé donc lors de notre interview, il disait que l'aspect technique était énorme justement dans le bras de fer. Toi, dans les compétitions justement auxquelles tu participes, est-ce que à un moment donné, il y a une espèce de, on va dire grosso modo, palier au niveau force qui fait que c'est la technique qui prend irrémédiablement le dessus, comme on le voit aujourd'hui en MMA, où grosso modo, quand tu regardes le top 5 à l'UFC, tous les mecs sont forts, sont hyper optimisés, mais c'est vrai qu'il y a des différences techniques qui sont considérables entre les autres. Alors en fait, au bras de fer à très haut niveau, il va y avoir, et c'est pareil dans les sports de combat, exactement la même chose, c'est le style qui va faire le match. C'est pas parce que tu es plus fort que, tu vois, il y a A et B qui s'affrontent, tu es plus fort que B, B bat C, mais C te bat. Ça veut rien dire. Parce que en fait, c'est des manières de jouer, des axes de force spécifiques. Des fois, il y a l'endurance qui va jouer aussi qui joue moins quand tu fais des tournois, parce que les tournois, en fait, tu as plusieurs matchs, tu as peut-être 50 compétiteurs, donc entre tes deux matchs, tu as le temps de récupérer. Quand tu vas faire un duel,
Comme des rounds, tu as 1 minute pour récupérer. Et des fois, tu as un mec qui va être très performant en compétition classique, tournoi, un peu moins en duel parce qu'il est très explosif, mais il manque un peu d'endurance. Il va gagner par exemple les 2 premiers combats, il va perdre les 4 autres. La grande force de Devon Larratt, c'est qu'il est très fort en duel. Des fois, ça va lui arriver de perdre le premier, le deuxième, mais puis après, il te marche dessus les 4 derniers. Parce que lui, il reste à 100% tout le temps. En sport de combat, tu as les mêmes. Tu as des athlètes aussi qui subissent un petit peu au début parce qu'ils ont un petit peu manque de puissance par rapport à l'adversaire. Puis après, le deuxième round, c'est pas la même. Et troisième round, c'est voilà, il prend carrément le dessus. Tu vois. Et puis forcément, sa tactique de combat va être différente. C'est que lui, il va attendre le premier round. Tu vois. Il sait très bien qu'il ne va pas aller à l'affrontement direct avec l'autre parce que sinon, il risque de perdre. Et puis après, tu as des mecs qui sont plutôt forts debout, au sol, etc. Donc il va éviter le sol ou il va essayer de rester debout. En bras de fer, c'est un peu la même chose. Tu vas imposer. Comment prendre une image. Tu vas voir, j'ai expliqué le top roll et le hook, par exemple. À haut niveau, tu peux avoir des excellents top rollers qui sont nuls au hook, mais nuls entre guillemets, comme un mec à l'UFC qui va être nul au sol, entre guillemets. Oui, bien sûr. Il est nul par rapport à un mec qui a fait de la lutte toute sa vie et qui a fait un transfert au niveau MMA. Tu vas voir ça. Le mec, s'il place pas son top roll, le match est perdu. Inversement, le mec qui est dans le hook, s'il place pas son hook, le match est perdu. En fait, tout va se jouer, si tu veux, au départ. Quasiment à qui impose sa technique à l'autre. S'il y en a un qui impose son top, il passe. L'autre, tac. Et tu peux avoir un match qui peut être rapide dans un sens ou comme dans l'autre. Et tu vas dire qui est le meilleur dans ces cas-là. Il n'y en a pas vraiment, en fait. Ils sont tous les deux à peu près du même niveau. Ils ont tous les deux des techniques différentes. Et c'est celui qui va imposer son style. Un coup, c'est l'un, un coup, c'est l'autre. Ça va des fois dépendre des matchs qu'il y a eu avant, de la pré-fatigue. De la réactivité au start. S'il y en a un qui a été un peu moins bon, tu vois, sur le start, hop, il perd l'avantage du départ, il perd son match. Et puis après, tu as des gens un peu exceptionnels, et ça, c'est pareil dans les sports de combat, qui maîtrisent toutes les techniques super bien. Tu as un mec comme Devon Larratt, qui est exceptionnel par rapport à ça. Tu as plein de mecs, tu prends Devon Larratt, qui est un des meilleurs du monde, mais tu prends plein de mecs sur chaque technique qui sont plus forts que lui. Par contre, lui, il est bien meilleur que tout le monde sur toutes les techniques. Tu vois. Mais t'as pas de style un peu dominant comme par exemple aujourd'hui il y a la lutte, tu vois, en MMA, il y a Habib où tu te dis bah justement il maîtrise tellement une des parties du sport bien sûr. qui fait qu'il roule après, tu as des mecs qui sont monotechniques, on sait très bien ce qu'il va faire, mais tu vas le prendre quand même. Tu connais le contre, tu vois, mais tu vas le prendre quand même. Tu sais ce qu'il va faire. Pareil, c'est comme des mecs en sport de combat, tu te prépares, tu sais exactement ce qu'il va te faire, tu connais tu sais le déroulement, tu travailles pour ça, mais tu le prendras quand même, parce que le mec est trop fort, c'est tout. Tu as ça, tu as exactement le même principe, et tu as quelques mecs exceptionnels qui peuvent lutter dans toutes les techniques sur une table et s'adapter même à l'adversaire. Ok, ça passe pas là, je vais aller ailleurs, tu vois. Ça passe pas toujours ici, je vais encore aller ailleurs, tu vois. Mais ça, c'est très difficile d'arriver à haut niveau de le faire. Voilà, je sais maîtriser toutes les techniques à l'entraînement, il n'y a pas de problème. En match, je sais que quand j'arrive à haut niveau, je ne peux pas tout faire. Pas contre des mecs très forts, ça passera pas, tu vois. Et donc, j'ai plutôt des techniques que je préfère, tu vois. Et ça dépend aussi que tu as les deux bras, parce que les gens aussi oublient pour bras de fer, il y a le bras gauche, il y a le bras droit. Alors, petit aparté sur bras gauche et bras droit, effectivement, quand tu as un bras dominant, là, si tu commences aujourd'hui le bras de fer, forcément, si tu es droitier, tu vas être beaucoup plus à l'aise à droite et tu te dis, putain, mais à gauche, je suis nul. C'est normal, mais c'est pas une vérité. C'est pas une vérité parce que, en fait, alors on va faire un petit point rapide, physio-anat. Qu'est-ce qui détermine la force, si tu veux? Tu as 3 composantes dans la force musculaire. Tu as la qualité de tes fibres musculaires. Donc ça, c'est une donnée un peu génétique, mais c'est une donnée de travail. Aussi, comment tu vas travailler tes fibres? Tu vas plutôt avoir des fibres explosives ou plutôt des fibres d'endurance. Puis tu es plus ou moins doué à la base. Après, c'est le volume, le nombre de fibres que tu as, donc la masse que tu as. Ok, ça c'est une des données. Bon, c'est la prise de masse, tout ce que tu veux, c'est l'hypertrophie musculaire. Ça, tout le monde connaît. Après, il y a une troisième composante qui, pour moi, la plus importante et que les gens souvent négligent. C'est ta capacité de connexion neuromusculaire. Comment tu gères cette connexion-là. Et ça, c'est la spécificité de chaque sport. Tu as des mecs qui ont des fois moins de masse, peut-être des fois moins de qualité musculaire, mais par contre, une connexion neuromusculaire au top. Et il va développer plus de force au bon moment, quand il faut, qu'un mec qui a l'air plus balèze. Tu vois. Mais lui, il aura une chaîne musculaire qui va fonctionner parfaitement. Comme une frappe. Je veux dire, Thor, il a beau être très fort, il va frapper. Je pense qu'il frappe même pas comme un mec de 80 kilos en boxe de haut niveau. J'en suis certain. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est parce qu'il n'a aucune coordination. Tu vois. Et même, tu vois, sa masse musculaire et comment il s'est entraîné joue contre lui.
Il est hyper lent, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de transfert, tu vois. Une frappe, ça part du bout des pieds, il y a tout. Ouais, il n'y a pas de chaîne cinétique, quoi. Voilà, il n'y a pas de chaîne cinétique. Le bras de fer, il faut une chaîne cinétique. Tu n'as pas de chaîne cinétique, peu importe que tu sois fort partout, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est ces 3 composantes-là. Et en fait, ton bras non dominant, pour revenir au bras, ton bras gauche, au départ, c'est la chaîne cinétique, elle est nulle. Parce que si tu n'as pas fait de sport asymétrique, ton bras droit et ton bras gauche, même volume musculaire, même qualité de fibre musculaire, à peu de choses près. C'est la même chose. Pourquoi ton bras gauche, il est 4 fois moins fort que ton bras droit? C'est parce que tu ne le contrôles pas, c'est tout. C'est pas ton bras dominant, tu n'as pas de connexion là-dessus, tu sais pas trop comment faire. Et quand tu vas t'entraîner au bras de fer, effectivement, tu vas d'abord bon sur ton bras dominant, puis tu vas entraîner ton bras non dominant. Ça va prendre plus de temps, mais si tu focus dessus, ton bras non dominant peut devenir aussi fort que l'autre, voire plus fort, ce qui est mon cas. Moi, je suis droitier et je suis connu pour être beaucoup plus fort du bras gauche, et c'est le cas. Pourquoi c'est arrivé? Parce que j'ai entraîné les deux de la même manière. Et pourquoi un bras non dominant peut passer le bras dominant? Alors, quels sont les facteurs dessus? C'est parce que mon bras gauche, il fait que du bras de fer. Mon bras droit, il fait plein d'autres choses. Ok. Et puis, je suis droitier, j'écris avec le bras droit, j'ouvre les portes avec le bras droit, il me se fatigue plus. Okay. Donc, tu récupères beaucoup plus vite. En récupérant mieux d'un côté, parce qu'il est plus au repos que l'autre, tu as tendance à progresser plus vite. Et après, il y a aussi le facteur blessure. Je me suis beaucoup plus blessé, même par le passé, dans les sports différents que j'ai fait, de mon côté droit, parce qu'il est plus utilisé que le gauche. Et le gauche est resté plus frais. Et au bout de, je pense, 1 an et demi, même pas 1 an, je pense que mon bras gauche est passé au-dessus de mon bras droit. Ah la vache! Voilà. D'accord. Je suis nettement, je suis nettement plus fort. Et j'ai une très bonne coordination du bras gauche, qui est aussi bonne que celle du droit. Mais ça ne veut pas dire que je sais faire autre chose du bras gauche. Je suis toujours nul pour tout le reste, tu vois. Mais mon bras gauche sait faire du bras de fer, et ce qui n'était pas le cas au tout début. Et donc, ce qui peut arriver, et on voit à haut niveau, tu as des mecs qui pensent être très, très forts à gauche. Il y a plein de gens qui pensent que je suis gaucher. Alors, pas du tout. Et ça arrive plein de fois à haut niveau. Tu as des mecs qui sont plus forts d'un bras ou d'un autre. Ça ne veut pas dire que c'est son bras dominant. C'est juste que, par les hasards de l'entraînement et de la vie, son bras non dominant est devenu plus fort. Alors, des fois, ça veut dire qu'il est gaucher ou droitier, ça c'est sûr. Mais ça va dépendre de pas mal de facteurs. Et en fait, et puis à haut niveau, en fait, c'est gagner, être champion du monde dans ta catégorie à gauche ou à droite, c'est la même chose, c'est la même valeur. Voilà, c'est ce que je voulais poser comme question, c'est aussi côté des deux. Voilà, c'est aussi côté des deux, ce qui n'était pas tout à fait le cas au tout début de la discipline. Bon, là, je te parle dans les années 80-90, parce que le sport se structurait, et comme il y a plus de droitiers que de gauchers, au départ, il n'y avait que des compétitions à droite. Les compétitions à gauche sont venues après. Et en fait, et le bras gauche est devenu l'égal du bras droit quand les mecs ont commencé, le haut niveau est commencé à arriver. Quand tu t'entraînes, c'est un peu comme MMA. Après, maintenant, tout le monde sait tout faire, tu vois. Avant, tu avais un mec qui venait du jiu-jitsu, un mec qui venait de la boxe, un mec qui venait de machin. Là, maintenant, tous les mecs sont aussi bons des deux côtés. Alors, il y a toujours un bras que tu préfères par rapport à l'autre. Et puis, tu as des mecs, exceptionnellement, qui font qu'un bras parce que de l'autre côté, ils ont eu des accidents, des blessures graves et ils peuvent plus faire ce bras-là, tu vois, par exemple. Mais c'est aussi côté maintenant des deux. D'accord. Et quand tu t'entraînes, effectivement, tu es aussi bon des deux bras. Et puis après, tu peux avoir un bras vraiment plus fort. Et puis après, ça peut fluctuer dans ta prépa. Une petite blessure qui te gêne d'un côté, finalement, cette année-là, en fait, tu seras plus performant du bras droit que du bras gauche. Alors que, normalement, l'exemple de ma médaille, ma plus belle médaille au championnat du monde professionnel Zotti, je l'ai du bras droit. C'était mon jour de grâce. Hein. Je n'ai jamais pensé. Mais je suis fort du bras droit, mais je suis quand même, si je veux... Tu vois, si je suis honnête par rapport à moi-même, je sais que du bras gauche, je peux concurrencer vraiment le top du monde dans ma catégorie. J'ai le niveau pour ça. À droite, je suis pas loin, mais j'ai pas le niveau. Je le sais. Il faut que je travaille encore sur mon bras droit. Mais ce jour-là, tout allait bien. La veille, je fais 4e du bras gauche, je suis dégoûté. Pour moi, ma compétition était faite. Je rate la médaille, je fais bon, ok, tant pis. Et j'arrive avec aucune pression du bras droit. C'était presque, on y va, on va voir ce qu'on fait. Voilà. Et je fais une médaille. Voilà, je me sentais bien ce jour-là, pas de problème, j'ai fait des bons combats, j'étais concentré, et des fois ça arrive, tu vois, pas de pression, en plus, tu sais, d'habitude tu te fais une bonne prépa, tu te concentres, après ma compétition de bras gauche, je suis allé boire un verre, tu vois, j'avais rien à foutre du lendemain, si tu veux, j'étais complètement relax, tu vois, et finalement j'ai géré la compète, voilà, bon, c'est arrivé une fois, et après si tu prends tout mon palmarès, j'ai fait des belles choses à droite aussi, attention, mais vraiment le bras gauche est nettement au-dessus. Bon, mais voilà, c'était ce jour-là. Tu vois, tu as des jours J, comme ça s'est passé. Et puis voilà. Et j'avais une question aussi par rapport au. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une manche? Et parce que ma vraie question, c'est par rapport au strap, en fait.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que se gagne un match en termes de points et de manches et ce qu'apporte et ce que change le fait de mettre un strap entre les deux mains ou pas? Ça change énormément le strap, tu vois. Alors, pour expliquer les règles du bras de fer, en fait, les règles de base sont simples, hein, c'est-à-dire que tu as un coussin, qu'on appelle le elbow pad, là où tu poses ton coude. Ton coude se lève ou ton coude sort, tu as une faute. Deuxième faute, match perdu. Ok. Tu dois amener ton adversaire sur le win pad, donc un petit coussin où soit le poignet de ton adversaire doit toucher, mais si tu veux, entre les deux petits coussins de chaque côté, il y a comme une ligne imaginaire. Tu n'as pas besoin de toucher. Si tu veux. Le poignet est en dessous de cette ligne-là et le match est gagné. Ok. Donc ça, c'est pour les règles basiques. Après, au départ, si tu veux, c'est un départ fair play. Tu dois avoir les poignets droits. On doit avoir l'articulation du pouce. Donc, c'est-à-dire que tu ne dois pas remonter trop haut sur la main de l'adversaire. Donc, pas avoir un avantage de levier au départ. Après le départ, tu peux prendre autant d'avantages que tu veux. Celui qui va prendre l'avantage, c'est celui qui est le plus rapide, le plus technique ou le plus fort. Une fois que le départ est fair play, après, chacun fait comme il veut. Les épaules doivent être parallèles, puis après, tes épaules peuvent bouger. Tu dois tenir une anse sur le côté, une poignée pour te stabiliser déjà, puisqu'il n'y a pas de... Tu vois, c'est comme souvent les mecs qui font des bras de fer, une main dans le dos. Je veux dire, tu donnes pas non, mais tu donnes pas un coup de poing avec une main dans le dos, ça n'a pas de sens. Ouais. Tu veux exercer de la force, il faut que tu sois stable. C'est-à-dire, ça n'a pas de sens, tu vois. Et c'est pas Ouais. du triche, puisque l'autre fait la même chose. Tu vois, il y a souvent, oui, il part avec le corps, il triche, etc. C'est des gens qui n'ont pas de notion d'anatomie et de sport, en fait. Si l'autre peut faire la même chose, déjà on est à égalité, donc c'est fair play. Et puis, comment dire, quand le corps bouge, déjà bon, c'est pour utiliser plus de force, mais si tu veux, tu ne peux pas amener ton corps si le bras ne tient pas et ta main ne tient pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'abord le bras qui travaille. Et je vais même dire, aller plus loin, plus ton corps bouge, plus ton bras travaille. C'est quand ton corps est fixe que ton bras, on va dire ton biceps, travaille le moins. Pourquoi? Quand tu es fixe, et d'ailleurs c'est pour ça aussi que beaucoup de gens se blessent, quand ton corps ne bouge pas du tout, qu'est-ce que tu vas faire avec ton bras? Tu vas faire un mouvement, c'est-à-dire de side pur, tu vas pousser un peu comme ça sur le côté, si tu veux. Et ça serait un peu de la rotation interne au niveau du bras. Les rotateurs internes, tu vois, en termes de muscles, le biceps n'en fait pas partie. Le biceps est fléchisseur du bras et supinateur, tu vois. Il n'est pas rotateur interne, si tu veux, du bras. La rotation interne, ça vient des pectoraux, du grand dorsal, etc. Si tu veux, d'autres muscles. Et en plus, c'est lésionnel, puisque en fait, avec ça, tu vas mettre une torsion, une composante de torsion au niveau de l'humérus, tu vois. Et donc, si tu restes fixe et si tu vas aller toucher le coussin, forcément, tu vas aller en rotation interne puisque tu vas faire ce mouvement-là. Par contre, si tu bloques ton bras, tu le tires vers toi, tu es en flexion. Et une fois que tu as tiré ton adversaire avec toi, tu as fléchi le bras, il faut aller sur le côté. Comment tu vas sur le côté? En penchant ton corps. Mais ton bras doit suivre. Si le bras, en penchant ton corps, si ton bras suit, ça veut dire que tu es gainé et que, si tu veux, le bras suit le mouvement de ton corps. Donc ça veut dire que le biceps est verrouillé, c'est ton biceps qui travaille et que tu amènes ton adversaire. Donc ça, c'est une petite notion, c'est mieux en visuel, hein, là-dessus, j'avais expliqué ça sur des vidéos, mais c'est-à-dire que plus tu vas bouger ton corps, moins tu triches et plus tu utilises ton bras. Contrairement à toutes les idées reçues, tu vois. Vraiment, les gens pensent complètement l'inverse, alors que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est pour les règles de base. Ensuite, donc, quand l'arbitre donne le go, chaque adversaire, en fonction de la vitesse, de la technique qu'il applique, voilà, il essaie de remporter le match. Ce qui se passe pour le strap, tu vois, quand les adversaires, si tu veux, quand tu as un lâcher de main, on va dire un lâcher de main volontaire, parce que si tu lâches ta main de manière, non pas un lâcher de main, si tu veux, volontaire, si tu lâches ta main de manière à éviter le match, c'est-à-dire que tu enlèves ta main, tu vois, c'est une fuite de match, c'est-à-dire que tu refuses le match en enlevant ta main, c'est une faute ou un avertissement, au choix, ça va dépendre un peu de l'interprétation de l'arbitre, c'est une faute. Quand il y a un lâcher de main non volontaire, c'est-à-dire les deux appliquent une technique, les mains se lâchent parce qu'il y a beaucoup de pression, les mecs n'arrivent pas à se tenir, il y a une pause de strap. Alors, après, donc, comme dans tout sport, ça joue un peu dans les règles. Si tu veux, tu as des adversaires qui font des lâchers de main volontaires pour avoir le strap. Mais si tu le fais d'une bonne manière, avec suffisamment de vitesse, l'arbitre considère que c'est OK. Voilà. Alors que c'est pas OK. Tout le monde le sait qui cherche le strap. Mais si tu l'as fait de la bonne manière, ça passe. Si tu veux. Donc ça peut être une stratégie aussi. Ah, complètement. Tu vois, moi, il y a des adversaires, quand je les vois, il faut que j'aille au strap. Si je ne vais pas au strap, je perds. C'est très compliqué, tu vois. Et il y a des gens, ils ne veulent pas aller au strap parce qu'ils savent que contre toi, le strap, ça ne va pas être un avantage. Alors souvent, le strap, quel est l'avantage du strap? C'est-à-dire quand tu as justement des adversaires qui jouent un peu sur tes doigts, tu vois, sur des axes faibles, le strap va t'aider là-dessus et va permettre d'utiliser un peu plus la force pure, on va dire, avec le strap, entre guillemets, tu vois, parce que
même sans strap, tu utilises la force. Si tu veux, le strap va être lié à ton bras directement. Donc même si ton poignet est compromis, ta main est compromise, tu peux toujours rester dans le match avec le strap et tenir ton adversaire avec le strap et gagner même en ayant perdu le poignet. Donc c'est plus dur parce que si ton adversaire a pris le poignet par rapport à toi, tu vas devoir fournir plus de force et plus d'énergie pour gagner. Mais tu peux toujours le faire. Sans strap, c'est plus compliqué. Et aussi, selon comment tu positionnes le strap, comment tu le serres, après il y a plein de petits détails là-dedans que tu mets du temps à apprendre. Tu peux favoriser une technique par rapport à l'autre. C'est-à-dire que le mec va avoir plus de mal à sortir de ta main et donc toi tu vas plus de mal plus facile à le rentrer et donc à appliquer une technique. Souvent ceux qui aiment le hook aiment le strap. Voilà. Parce que le strap va coller les mains et va éviter l'adversaire d'aller te tirer sur les doigts et donc on va rentrer à l'intérieur ensemble et on va jouer et il va plus facilement imposer son jeu avec le strap. Voilà. Après il y a plein d'autres subtilités avec le strap aussi qui permet d'utiliser certaines techniques et pas d'autres. Par exemple avec le strap, une fois que tu as le strap, c'est très difficile de remonter dans la main de ton adversaire et donc de gagner du bras de levier. Ouais. Qui aime ça, avec le strap c'est plus compliqué. Tu y arrives toujours mais c'est plus compliqué. Donc il y a plein de subtilités et donc le strap joue là-dessus. Voilà. Et c'est un élément important en fait du jeu et tu dois t'entraîner. Justement c'est aussi une partie des entraînements spécifiques. Tu as des gens qui ne s'entraînent pas assez avec les straps, qui sont super bons. Dès que tu mets un strap, il est perdu. Voilà. Et parce qu'en plus, les straps, tu as une compression qui est forte. Tu vois, tu dois, un peu comme dans les sports combat, tu dois t'endurcir si tu veux la main. Tu vois, au moment, quand tu joues longtemps, pendant des minutes avec le strap, ça te cisaille, tu vois, la peau, ça te coupe la circulation du sang. Tu dois savoir, ton corps doit s'adapter à ça. Et tu dois savoir gérer aussi ça. Et ça vient avec l'entraînement, la pratique là-dessus. Après, on parlait aussi. C'était ça, en fait, c'était les avantages du strap, tout simplement, ouais. L'avantage du strap, voilà. Tu as des mecs, voilà, un mec comme Michael Todd ou Devon Larratt, avec ou sans strap, c'est pas la même personne. Hein. Ouais. C'est pas du tout pareil. C'est des mecs qui jouent extrêmement bien avec le strap. Voilà, avec le strap, tu prends pas le même, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Voilà. Et est-ce que, comment dire, justement, par rapport à tout ça, et là, on est en train de voir à quel point c'est des spécificités. T'as vraiment vu, toi, du coup, qui est en plus un historien du sport, des évolutions qui sont le jour et la nuit entre, mettons, les années 2000, par exemple, et aujourd'hui. Et quelqu'un qui serait aussi fort physiquement et qui aurait les mêmes attributs physiques en 2000 avec les techniques de 2000 et en 2020, il n'y a pas match. On va reprendre l'exemple du MMA, c'est pareil, tu prends les premiers gars en MMA, tu le regardes aujourd'hui, mais c'est pas le même sport. Tu vois, c'est pas le même sport. Je veux dire, avant, tu avais Gracie, il mettait des clés à tout le monde, c'était le seul à faire du jiu-jitsu brésilien, tu vois. Aujourd'hui, c'est dans les gammes, quoi. Tous les mecs font ça, il y a aucun problème, tu vois. C'était un peu la même chose au bras de fer, surtout au début, tu vois. Après, le bras de fer professionnel a commencé dans les années 2000 avec la création du Zloty Tour, tu vois, et vraiment un cap s'est passé. Après, je dirais en qualité athlétique, je pense que les mecs étaient très forts aussi à l'époque. Je pense que tu vois, les qualités athlétiques n'ont pas changé. Après, on va dire, c'est le niveau global. Je pense aussi en MMA, tu prends même les mecs très forts il y a 15 ans, ils seraient aussi très forts aujourd'hui avec un type d'entraînement différent. Ouais. Les meilleurs restent les meilleurs. Je veux dire, on va prendre l'exemple de Devon Larratt ou de John Brezen qui aujourd'hui a 50 balais. Il était champion du monde à 20 ans. Il est toujours parmi les meilleurs aujourd'hui. Voilà, voilà, il aurait été très bon. Voilà, il aurait été aussi. C'est la même chose. On va dire, c'est plus le nombre de personnes très fortes qui a changé. Avant, tu avais 3-4 gars qui étaient exceptionnels. Maintenant, dans toutes les catégories, tu as 10, 15 mecs, 20 mecs, tu vois, qui sont forts. Ouais. Avant, ils se battaient, voilà, ils étaient 3-4 vraiment au-dessus du lot. Et puis après, le reste, c'était un peu, voilà, ça se débrouillait. Plus dans ce sens-là que je vois une évolution que dans l'aspect technique. Après, forcément, comme en MMA, la prépa s'est affinée. Les techniques se sont affinées aussi, tu vois. Après, il y a aussi des règles qui ont changé. Tu vois, le sport n'est pas le même. Tu vois, il y a quelques évolutions au niveau des règles qui ont fait que voilà, d'autres techniques ont pu apparaître en fonction, tu vois, de l'évolution des règles, des normes des tables. Les tables n'étaient pas pareilles avant qu'aujourd'hui. Tu as plein de petits changements qui ont fait que certaines techniques sont apparues en fait, hein, et que le sport s'est complexifié. Pareil que dans le MMA, tu vois des trucs hallucinants aujourd'hui que tu n'aurais jamais vu avant, tu vois, que des athlètes sont capables de faire, quoi. Voilà. Après, je pense pas que les athlètes soient meilleurs qu'avant en termes de capacité athlétique, si tu veux, mais en termes de prépa, ça c'est clair. Et puis en termes de nombre, aujourd'hui, des mecs exceptionnels, t'en as plein. Avant, t'en avais une poignée. Tu vois, en bras de fer, c'est un peu la même chose. C'est plus facile de finir dans les premiers il y a 10 ans ou 15 ans que maintenant. Voilà, c'est tout. Après, c'est aussi le fait que le sport grandit. Tu vois, t'as plus de monde qui en fait, donc tu sors plus de champions.
C'est Ouais. logique, hein, c'est un côté, c'est basiquement, tu vois, c'est numérique, quoi, c'est des stats, quoi. Tu vois, si demain, tu as, voilà, MMA aujourd'hui, je sais pas, tu as des millions de personnes qui pratiquent, donc forcément, tu sors des champions. Avant, des pratiquants, tu en avais 2-3 000 dans le monde, tu vois, tout le monde se connaissait presque, tu vois. Ouais. Voilà, bras de fer, c'était un peu pareil, tu vois, tu connaissais tout le monde, et encore, voilà, on n'est pas super nombreux encore, même dans le monde, au bras de fer, il doit y avoir peut-être de pratiquants, 100 000, peut-être personnes, ce qui est très peu, tu vois, sur le monde entier. C'est pas monstrueux, tu vois, un peu plus autour de 100 000, voilà, quelque chose pas beaucoup, mais demain, comme le sport est quand même récent, demain, forcément, sa vocation, et moi, c'est le travail que je fais en France, il y a 200 pratiquants en France, c'est rien. Ouais. C'est un sport, on peut très bien aller à 1000, 2000, 3000. Après, ça sera pas des millions de pratiquants. Tu vois, on n'est pas dans une culture comme ça en France. Les sports de combat, les sports de force, c'est pas culturel chez nous. Mais bon, déjà, 2000, 3000 personnes, c'est pas le même sport, hein. Sur 3000, tu te sors. Aujourd'hui, avoir un ou deux gars en France comme moi qui sont capables de rivaliser avec le top niveau mondial, demain, tu en auras 10, 15, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est un peu, et tu seras au même niveau que la Bulgarie, l'Ukraine, qui sont capables de sortir dans chaque catégorie. Et puis tu auras des niveaux de compétition. Tu vas en Russie, tu vas en Bulgarie. Le mec est champion du monde, il fait son championnat national, il n'est pas sûr de le gagner, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, ça a coupé là du coup. Mais Ouais, voilà. ouais, je sais pas si ça a coupé. J'ai eu un appel, mais voilà. Donc ça, c'est des niveaux assez élevés parce qu'ils ont un nombre de pratiquants élevé et puis une culture de ce sport-là qui est pas encore en France. Il suffit de regarder même le MMA français, hein. Avant, tu avais qui? Au début, les précurseurs, tu avais les frères Rissio, que je connais, tu vois. Voilà, tu vois, tu avais Mathias, etc. Et puis après, maintenant, tu en as plein. Tu vois, je veux dire, ça, les clubs, tu sais, à Paris, c'est énorme. Tu vois, les clubs de MMA qu'il y a, le niveau qu'il y a. Tu vois, un mec comme Ngannou qui explose parce qu'il arrive à Paris, il a une qualité d'entraînement qui est équivalente à ce qui se fait ailleurs maintenant. Tu vois. En fait, en France, les mecs, avant, ils devaient partir pour apprendre. Maintenant, ils peuvent très bien rester en France et apprendre la même chose. Tu vois. C'est un peu, c'est pareil, quoi. Et tu parlais justement de la longévité dans le sport. Comment t'expliques ça alors qu'effectivement, il y a énormément de travail qu'il faut faire au niveau préparation physique et les gars, par exemple, Devon Larratt qui a 45 ans, il est toujours bien présent. Alors ça, on va dire, là pour le coup, il y a une petite différence avec les sports de combat, tu vois. Alors, pas que dans les sports de combat, tu peux être bon tard, mais je pense que les années comptent, tu vois. C'est à quelle année tu as commencé, parce que les sports de combat, ça t'use. Quoi qu'il arrive, ton corps, à un moment donné, voilà, là, c'est un peu plus les coups que tu prends, etc. Bon, bref. Par contre, pour le bras de fer, là, le gros avantage, c'est ça. Tu peux être compétitif jusqu'à plus de 50 ans, quoi. Et en ayant commencé jeune. Si tu n'as pas eu trop de blessures entre-temps, tu vois. Et en plus, c'est un peu aussi comme la MMA ou comme la boxe anglaise, tu arrives à maturité, par exception, tu as toujours des exceptions, mais entre 30 et 40 ans, c'est des belles périodes, quoi. Même 35-45, on va dire. Parce que tu as besoin de... Le corps se renforce, si tu veux, au niveau tendineux, ossature, tu vois, densité, tu as besoin de temps pour ça. Tu vois, le bras de fer, tu as besoin de temps. Et en fait, l'âge n'est pas un frein, même au contraire. Tu vas perdre, par contre, tu vas peut-être perdre un peu d'explosivité par rapport tu vois, tu seras moins performant au start par rapport à certains athlètes, mais tu peux très bien le compenser sur d'autres choses. Surtout quand tu as l'expérience, tu sais gérer des mecs qui sont plus rapides que toi. Et en fait, et c'est pas rare d'avoir des mecs hyper performants après 30 ans, tu vois. Et même quand tu as des très jeunes athlètes qui explosent très vite, c'était même le cas si on reprend Mike Tyson, tu vois, qui a explosé très jeune, tu vois, tous les mecs, les commentateurs disent putain, t'as vu déjà à 20 ans ce qu'il est capable de faire, à 30, il sera monstrueux, il sera inarrêtable. Parce qu'on sait qu'à cette période-là, c'est là où tu as toute la maturité que tu as pour ces sports-là, en fait. Et le bras de fer, c'est un peu pareil. Quand un mec est déjà hyper fort à une vingtaine d'années, tu te dis, qu'est-ce que ça va donner quand il aura 30, 32 ans, 33 ans? Là, il sera vraiment au top. Vraiment au top de sa carrière. On va dire c'est entre 30 et 40, ton top de carrière. Et après, selon ta génétique, selon tu vois, ton parcours, tes blessures, tu peux rester performant jusqu'à plus de 50 ans. Et performant, pas en master ou en vétéran, hein, performant au niveau mondial, hein. Je te parle, il y a des mecs comme ça. Après, c'est pas la règle, hein. Tu n'en as pas beaucoup comme ça, mais tu as des mecs qui sont hyper forts. Et je pense qu'un mec comme Devon Larratt, voilà, je pense qu'il a encore 10 ans facile, tu vois, de haut niveau encore, tu vois, il le sait, tu vois. Je pense qu'il sera toujours parmi le top à une cinquantaine d'années, tu vois. Je pense. Là, tu as même John Voisin qui a 53, 54 ans. 55, je crois, ouais. 55, tu vois, qui était parti à la retraite, tu vois, qui a gagné la WAL, tu vois, aux États-Unis, donc les meilleurs, tu vois, à 49 ans ou 50 ans, tu vois, il était toujours parmi le top. Après,
il a commencé un peu à s'arrêter. Là, on est revenu le chercher avec le top 8. Il s'est repréparé dessus. Et je pense pas qu'il allait être ridicule. S'il avait accepté, c'est qu'il sait qu'il y a moyen. Alors, je pense pas qu'il aurait gagné, tu vois. Mais je pense qu'on aurait eu des beaux matchs. Et le mec, voilà. Bon, après, c'est John Brezenc aussi. Bon, Ouais. voilà. Il n'y en a pas 10 comme ça. Mais tu as un mec comme Tim Bresnan, Devon Larratt, tu vois, tu as plein de mecs comme ça qui ont entre 40 et 50 ans, qui sont hyper forts. Ça, c'est les mecs du top niveau. Et après, moi, je connais d'autres vétérans qui sont pas aussi forts que ça, qui concourent en catégorie vétéran, et ils font pas rigoler. Hein. Ils sont pas tout à fait le niveau pour senior, mais pas loin, tu vois. Pas loin. Tu vois, ils sont vraiment pas loin, tu vois. Voilà. Et ceux-là, tu les vois moins en lumière parce qu'ils restent entre vétérans, mais le niveau en vétéran, surtout maintenant, tu vois, ça commence à. Et plus le sport grandit, plus le niveau vétéran aussi va évoluer, tu vois. Mais là, c'est un peu une différence avec les sports de combat. Tu peux vraiment, vraiment durer dans le bras de fer. Les sports de combat, c'est un peu plus dur, quoi. Il y a moins de cas comme ça, quoi. Et le fait que les pays d'Europe de l'Est, tu disais justement, la plupart de tes sparring viennent d'ici, ils produisent aussi énormément de champions. C'est quoi? C'est une question culturelle, le fait qu'aussi là-bas, ils soient plus reconnus en tant qu'athlètes, le fait qu'ils aient aussi une sécurité financière, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette C'est domination? exactement ça, c'est un tout. Alors, on va partir, je pense qu'il y a le côté culturel qui joue énormément. Je veux dire, en France, il suffit même de prendre les exemples de sport de combat. Moi, à l'époque, je regardais, j'étais fan de Jérôme Le Banner, tu vois, qui était un des précurseurs, tu vois. En France, qu'est-ce qu'on en avait à branler de lui? Bon, c'est différent. Non, mais à l'époque, franchement, c'était une star au Japon, mondialement connue. En France, allez, il avait 2 articles comme ça, vite fait, Ouais. cocorico. Mais il vivait pas en France, tu vois, il vivait à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, il est acteur, bon, le monde a changé un petit peu, donc c'est différent. Mais à son époque, à l'époque de sa gloire, il n'avait pas enfin, il n'était pas si reconnu que ça en France. Ouais. Parce que c'est pas culturel, et pourtant, tu vois, c'était le meilleur du monde. Moi, demain, c'est pareil, je suis au niveau de Devon Larratt, ouais, bon, je serais mieux reconnu en France, mais pas plus que ça. Ouais. Ça, donc ça, il y a le côté culturel dans ces pays-là, tu vois, ils sont fiers. Tu vois, tu vas au Kazakhstan, moi j'étais allé au Kazakhstan, ça m'a marqué, si tu veux. Tu vois, j'arrivais à Astana, en haltérophilie, tu avais Ilya Ilin, champion olympique. Le mec, en des affiches monstrueuses, en plein Astana, le mec fait la pub pour Toyota. Ok. Haltérophilie. C'est clair. En France, si tu fais pas du foot, du rugby, Ouais. et c'est tout, quoi, à peu près, quoi, tu vois, si tu fais Ouais, pas du bah foot, ouais. les publicitaires s'intéressent pas à toi parce que tu ne parles pas aux gens. Mmh. Et qui était énorme. Je vais m'entraîner dans le plus grand club du monde qui est à Shardara, dans le sud du Kazakhstan. Les mecs, Ok. c'est des méga stars. Là, c'est des méga stars. Ils ont des affiches partout. Moi, je me balade dans les rues, tout le monde les reconnaît, ça prend des photos. Voilà, donc forcément, toi, en tant qu'athlète, déjà, tu as la fierté de représenter ton pays. Tu es Ouais. reconnu en tant qu'athlète, donc ça te pousse, tu vois, tu as une fierté. Après, il y a des conditions de vie qui sont différentes. Tu vois, au Kazakhstan, le salaire moyen, c'est 400 euros. Quand les mecs touchent des milliers d'euros pour faire ça, qui voyagent dans le monde entier, qui sortent de petits villages, forcément, quand les jeunes voient ça, mais c'est ça que je veux faire. Hein. Ouais. Je veux dire, en termes d'ascension sociale, c'est énorme. Tu vois. Je veux dire, Complètement. c'est comme un jeune qui regarde un footballeur et dit ouais, mais c'est ça que je veux faire. Hein, tu vois. En France, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, c'est ça que je veux faire. Donc là, il y a ça, il y a ce côté-là, donc culturel, l'aspect, puis l'aspect financier, comme tu disais. C'est-à-dire, c'est des mecs, bon, après c'est dérisoire par rapport au foot ou au rugby, tu vois, mais c'est des mecs qui gagnent des milliers d'euros. Les entraîneurs sont payés, les athlètes, voilà, ont des salaires. Tu vois, quand ils ramènent des médailles aux championnats du monde, moi je ramène une médaille, j'ai rien. D'accord. Ouais. Euh, Parce qu'en Amérique du Nord aussi, on va dire cet aspect alors, financier compte aussi, parce que j'imagine que c'est différent en là. fait, l'Amérique du Nord est différent parce qu'en fait, dans les pays de l'Est, si tu veux, il y a si tu veux, c'est reconnu par l'État. Ce que je suis en train de faire là, ça a été fait il y a longtemps là-bas en fait. Okay. Tu vas en Géorgie, en Russie, au Kazakhstan, il y a des subventions d'État, il y a des entraîneurs reconnus, il y a des diplômes. Les athlètes, quand ils prennent des médailles, voilà, on leur file du pognon. Pour l'exemple d'Ongarbayev, quand il a pris une médaille au championnat du monde, voilà, il a été reçu par le président. Tu vois. C'est comme si moi j'allais à l'Élysée, si je reprends jamais. Hein, jamais. Je peux être champion du monde de bras de fer, jamais Macron va arriver. Voilà, putain, génial, t'as représenté la France. Ça arrive pour les sports olympiques ou les trucs comme ça. Mais là-bas, ça arrive. Donc forcément, tu vois, les mecs passent dans les grosses émissions, les shows télé. Dire voilà, c'est pour voilà, c'est donc déjà tu as une fierté là-dedans. Donc là, tout ça, c'est, si tu veux, dans les pays de l'Est, c'est beaucoup plus structuré. Donc forcément, ça pousse. Aux États-Unis, c'est différent. C'est un système fédéral. L'État ne reconnaît pas le bras de fer aux États-Unis. Pourtant, c'est hyper développé. Ouais. Les États-Unis, il y a une mentalité un peu différente. C'est des promoteurs privés qui vendent ça. Il y a du public pour ça. Ça fait du show, ça se vend à la télé. Il y a des sponsors. Il y a de l'argent. En fait, c'est pas le côté institutionnel qui impose le sport.
c'est le côté vraiment business. Tu as des mecs qui ont vu qu'il y avait du business à faire avec le bras de fer, notamment avec la WAL aux États-Unis. Il y a de l'argent. Je pense que c'est là où il y a presque le plus d'argent, presque. Alors c'est marrant, alors que c'est pas reconnu. Ouais. C'est pas, dans les autres pays, bon, il y a de l'argent, mais peut-être pas moins, un peu moins. Bon, voilà, le cash sur la table à l'américaine. Tu vois, ça plaît. Les mecs, ils vendent ça à la télé. Il y avait ESPN à un moment donné qui avait acheté les droits. Là, je sais plus. Là, c'est Bleacher Report. Ouais, voilà, tu vois. Ça fonctionne aux États-Unis, mais ça fonctionne. Et c'est moins périn. À un moment donné, il y a eu un problème avec la voile. Pendant une année, il n'y a rien eu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu le sponsor. Ça s'est écroulé, si tu veux. Il n'y a pas de pérennité. Si demain, tu vois, les mecs qui mettent l'argent et les mécènes, entre guillemets, enfin, c'est pas des mécènes, parce qu'ils font du profit avec, disparaissent, le sport retombe. Dans les pays de l'Est, non, c'est cadré, si tu veux, c'est un système étatique, si tu veux. À un moment donné, voilà, à moins que l'État collapse, si tu veux, mais je veux dire, ça tourne. Peu importe les gens qu'il y a là, peu importe le dirigeant, peu importe l'entraîneur, le sport est périn. Aux États-Unis, ça va dépendre un petit peu de l'investissement et est-ce que ça se vend. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu as. Et aussi, ça expliquerait aussi quelque chose aux États-Unis, c'est qu'il y a, contrairement aux pays de l'Est, tu regardes tous les champions américains, ils sont vieux entre guillemets. La relève est moins là, parce qu'en fait, c'est pas cadré au niveau. Voilà, il n'y a pas un maillage du territoire, si tu veux, il n'y a pas d'entraîneur, c'est un peu chacun fait comme il veut, chacun s'entraîne un peu dans son coin, tu as de la chance, c'est très bien, tu n'as pas de chance, et voilà. C'est un peu ça, alors que tu vois, dans ces pays-là, tu as des clubs, c'est cadré, etc. Donc forcément, tu arrives à sortir plus de champions, plus de jeunes aussi, les jeunes générations. Tu vois les catégories juniors, espoirs, ou même tous les jeunes qui ressortent, et tous les jeunes champions, tu n'as pas un Américain dedans. Tu n'en as pas un. Tous les bons Américains, ils ont plus de 35 ans. Et d'ailleurs, c'est un problème. Je ne sais plus, j'avais vu une interview, je ne sais plus qui c'est qui parlait de ça. Les Américains s'en inquiètent un petit peu. Si tu prends les champions de l'Est, les plus grands, tu prends les mecs qui sont tout jeunes. Ongarbayev, tu vois, qui est dans le top 8, il a 26 ans, ce mec-là, tu vois. Voilà. Ben, top 8, qui c'est qu'ils envoient, les Américains? C'est John Brezen, qui a 55 ans. Voilà. Non, mais voilà, il a le niveau pour le faire, mais normalement, il devrait y avoir quelqu'un d'autre aux États-Unis. Il n'y a pas, tu vois, ou très peu, mais ça s'explique par la structuration du sport aux États-Unis qui est très différente des pays de l'Est. Voilà, c'est deux systèmes un peu différents qui se combinent bien, tu vois, qui se combinent bien. Mais la mentalité américaine, elle est complètement différente. D'ailleurs, ils ont adapté aussi les règles. Les règles de la voile ne sont pas les règles officielles tout à fait. La table est un petit peu différente. Ça crée un peu de, tu vois, pour les gens qui connaissent pas, on manque de lisibilité, tu vois. C'est parce qu'ils privilégient le show, ça doit passer à la télé, il ne doit pas y avoir trop de fautes, machin. Donc, des fois, ils laissent faire des trucs qui normalement ne devraient pas. Et les gens disent, mais pourquoi il fait des trucs comme ça? C'est pas. Ouais, mais voilà, c'est pas la même optique, tu vois. Ils sont dans une optique de sport qui se cadre. Parce que si tu veux, les pays de l'Est, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le sport olympique. Voilà. Il faut savoir, c'est qu'on y est presque. D'accord, ah ouais. Là, c'est la news du truc, si tu veux. Donc, en fait, la fédération mondiale, la WAF, qui est la seule vraie fédération sportive, il y a d'autres fédérations privées, si tu veux. La WAF, donc, contrairement à la WAL aux États-Unis, la WAF, donc, qui gère le sport mondial, est reconnue par l'IPC, tu vois, c'est l'International Paralympic Committee. Ils sont dedans. Okay. C'est la première étape. Puis ils remplissent tous les autres critères. Ils ont tous les agréments internationaux qu'il faut pour rentrer au CIO. Ils sont déjà en phase. Okay. Le championnat du monde WAF a été retransmis sur Olympic Channel, qui est la chaîne YouTube officielle. Tu vois, d'accord. Voilà, ça a été là en 2019. Tu vois, donc ils sont en train de faire ce travail-là. On était, au niveau paralympique, le bras de fer était sur la shortlist 2024 pour Paris. Donc on aurait pu avoir du bras de fer paralympique, tu vois, en e-sport, à Paris 2024. Ça s'est pas fait pour un rien, si tu veux. C'est 100%, ça sera. Il y a toujours, 99%, ça sera en 2028 à Los Angeles. Tu auras du bras de fer en paralympique. Et potentiellement, en 2032, tu auras le bras de fer valide au JO. Ça, c'est le travail de la WAF. Donc ça, c'est... et ça intéresse beaucoup le ministère des Sports. C'est pour ça aussi que j'ai eu pas mal de choses assez rapidement. Parce que j'ai montré comment ça évolue. Et bon, voilà. Dès qu'il y a l'olympisme, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes subventions. Il y a tout qui change, tu vois. Donc, c'est grâce au travail, si tu veux, de la Fédération mondiale. Et la Fédération mondiale, c'est qui? C'est tous les grosses nations, Russie, Kazakhstan, qui poussent par rapport à ça, parce qu'eux sont déjà structurés depuis des années avec, tu vois, des fédés reconnus qui poussent à l'olympisme. Ils ont envie de ça. Et donc, ça pousse tout le monde, tu vois. Et le fait d'avoir l'agrément et la délégation, c'est grâce à eux que je peux l'avoir en France. Si le sport n'avait pas été aussi évolué au niveau international, j'aurais galéré de fou. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois. Voilà, mais quand c'est bien cadré au niveau international, la WAF, c'est présent sur tous les continents du monde,
plus de 80 pays affiliés. Toutes les reconnaissances, tu vois, ce qu'on appelle la GAISF, l'AIMS, tu vois, le sport universitaire mondial aussi, tu vois. Demain, tu auras un championnat du monde universitaire de bras de fer, tu vois. Et demain, tu auras un championnat de France universitaire de bras de fer. Je vais travailler pour ça. Ça permet d'avoir une base, tu vois, d'évolution en France. Donc, il y a des perspectives qui sont assez intéressantes en France, tu vois, pour l'évolution du sport. Et l'olympisme, qui est pas, voilà, il y a du travail à faire, hein, parce que pour le paralympique, c'est beaucoup plus simple, parce que pour entrer en paralympique, c'est facile, parce qu'il n'y a pas besoin, c'est neuf encore, si tu veux. Il y a de la place pour des nouveaux sports. Pour les JO, si tu veux rentrer, il y a un sport qui sort. Oui, c'est ça, Chaque exactement. année, tu vois, il y a 4-5 sports qui sortent. Hein, ouais. Tu vois. T'as des mecs qui rentrent, ils sont champions olympiques une fois de leur discipline, et peut-être qu'il n'y aura plus jamais aux Jeux olympiques. Voilà. Donc, c'est, voilà, parce que c'est saturé, si tu veux. Mais bon, c'est un peu plus compliqué, mais le bras de fer remplit tous les critères pour ça. Après, il y a des jeux politiques, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Hein. Ça, c'est la Fédération mondiale qui doit défendre ça. Mais c'est une des possibilités qui est très envisageable pour le bras de fer. Que dans les dizaines d'années qui viennent, ça peut vraiment basculer. Et le jour où le bras de fer devient olympique en France, c'est pas du tout la même discipline. Hein. Là, demain, mais on aura les structures pour accueillir ça. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. C'est-à-dire que là, tu bascules direct à des milliers de pratiquants de suite. C'est pas du tout la même image que tu as, clairement. Voilà. Donc ça, c'était pour l'aspect, si tu veux, comment ça s'organise dans le monde entier, quoi. Ouais. Et comment est-ce que vous faites d'ailleurs parce qu'il y a tellement d'organisations différentes, est-ce qu'il y a un classement officiel des premiers ou? Non, alors c'est un peu le même problème qu'en sport de combat, hein, tu vois, il y a l'UFC, le Bellator, le M1, le machin, tout le monde fait son truc, tu vois, puisqu'il y a des promoteurs privés. Dans le bras de fer, c'est la même chose, tu as des promoteurs privés. Il y a du conflit aussi. Alors, je n'ai pas trop suivi actuellement les organisations au niveau des sports de combat, mais il y a aussi des conflits qui existent, je suppose, tu vois, entre la WAF, qui est la fédération officielle, qui gère le sport au niveau officiel, et des promoteurs privés, notamment le promoteur du Zloty Tour. Donc moi, actuellement, si tu veux, je ne peux plus aller faire le Zloty. Voilà. Parce qu'il y a des mesures de bannissement. Ah oui, ok. Voilà. Parce que, pourquoi? Alors là, on va rentrer, c'est compliqué, je vais essayer de faire court, si tu veux. Donc, il n'y a pas de conflit, si tu veux, entre la WAL, qui est un organisme américain, tu vois, et la WAF. Parce que la WAL, si tu veux, reste dans son coin, si tu veux, fait son show, il n'y avait pas de problème. Le Zloty, avant, qui était une organisation un peu comme la WAL, si tu veux, qui restait dans son coin, qui faisait un championnat du monde pro, sans lien, il n'y avait pas de souci, voilà. Le promoteur, qui s'appelle Mazurenko, qui se fait nommer Don Mazurenko, tu vois, ça fait référence à la boxe, mais bien sûr, tu vois, ça fait. Donc, c'est un promoteur privé. Comme je t'ai expliqué, il a vu potentiel qu'a le bras de fer. Voilà. Il y a même Ediol là qui doit faire même un combat de bras de fer au niveau de la WAL. Tu vois. Ça commence. Les gens commencent à voir qu'il y a du potentiel. Ce promoteur privé, qui, si tu veux, qui est le précurseur dans les années 2000, tu vois, du professionnalisme, et qui a créé le Zloty, qui est la plus belle compétition qui existe. Hein. Il faut pas. C'est même en termes de qualité de compétition, c'est supérieur au championnat du monde WAF, mais qui est différent parce que là, ça a vocation à rassembler tous les pays du monde. Là, tu as un peu des pros, bon, c'est différent. Mais qui est un show exceptionnel, qui est très bien. Et si tu veux, il a créé la PAL, qui est une organisme privé, Professional Arm Wrestling League. Il est en train de faire des franchises dans chaque pays, PAL France, PAL machin, etc. Faire un classement URPA mondial, où tu dois payer pour entrer et que tu dois faire ces compétitions qui sont franchisées pour gagner des points. Tu vois l'idée? Tu vois l'idée? Et là, si tu veux, la WAF a vu un peu rouge, dans le sens qu'au lieu de rester de le faire en Pologne, de rester une compétition internationale privée, comme il y en existe d'autres, il a voulu se mondialiser, en fait, faire ce que fait la WAF, en fait. Et la WAF a vu un conflit, en plus qu'il y ait des conflits de personnes, en plus. Ça, c'est en interne. C'est le bonus. Voilà. Ça, c'est le bonus, parce que moi, je fais partie, enfin, en tant que dirigeant aussi, je fais les réunions de la WAF, etc. Je connais un peu les dessous des cartes, si tu veux. En plus, les mecs s'aiment pas. Donc, forcément, ça rajoute, si tu veux, au conflit. Et la WAF a vu, si tu veux, un conflit d'intérêts à ce que commençait à faire Mazurenko et a décidé des mesures de sanction. C'est-à-dire que les athlètes qui concourent dans ces compétitions ne peuvent plus concourir à la WAF. Donc, forcément, il y a plein d'athlètes qui ne vont pas. Tous les athlètes qui ont... donc, c'est une perte parce qu'il y a plein d'athlètes qui sont très forts ne pourront plus aller aux Zloty. Et tous les athlètes qui sont en liaison avec leur fédération nationale. Parce que toute fédération, quand tu es reconnu par l'État, tu dois travailler avec une fédération mondiale reconnue elle-même. Il n'y a que la WAF. Et c'est mon cas. Aujourd'hui, j'ai structuré le sport en France, je ne peux plus faire le Zloty.
Si je fais ça, je ne peux plus exercer en tant que dirigeant et je ne peux plus exercer en tant qu'athlète au sein de la WAF. Après, je pars, si tu veux. C'est un peu comme en boxe. Tu vois, tu quittes le milieu amateur, c'est fini, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est un peu ce système-là, tu vois. Sauf que là, il y a un conflit réel. On bannit les athlètes carrément. Voilà. Et donc, pour revenir au classement, il essaie de faire un classement mondial payant à condition que tu fasses ces compétitions pour gagner ces points dans ces compétitions qui sont franchisées. Tu as compris, tu vois, voilà. L'idée n'est pas mauvaise. Après, qu'ils veuillent faire du business derrière, pourquoi pas. Mais il y a eu un conflit avec la WAF. Et donc, du coup, forcément, là, il y a créé une tension. De ce conflit-là, la réaction de Mazurenko, c'est de créer une fédération concurrente à la WAF. Donc, il a créé l'IFA. Voilà. Donc, ça commence à être le gros bordel. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu logique. C'est-à-dire que dès qu'un sport commence à faire de l'argent, commence à évoluer, chacun veut sa part. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà. Il y a une deuxième fédération qui n'accouchera sur rien, mais elle existe en tout cas, l'IFA. Il l'a créée, tu vois. Il n'est pas dedans, Mazurenko, mais il a mis sa femme dedans. Voilà, bon, voilà, il a créé l'IFA pour concurrencer le côté amateur, entre guillemets, de la WAF, le côté vraiment pas pro, le côté sportif. Voilà, il a réussi à drainer quelques pays, mais bon, ça reste minoritaire. Mais du coup, ça crée des conflits au sein des pays. En France, donc, comme dans toute fédé, c'était vrai dans la MMA, tu as des fédérations dissidentes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais, qui sont restés dans leur coin, ils ont adhéré à l'IFA, au lieu d'adhérer à la fédération officielle française. Ah là 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 là. Et en fait, ça va créer des tensions dans certains pays. Donc, tu as les fédérations officielles qui vont, reconnues par l'État, qui à 99% vont travailler avec la WAF. Okay. Et puis, tu auras des fédérations dissidentes qui vont s'affilier à l'IFA, tu vois, pour gérer dans leur coin. Alors souvent, comme dans tout sport, il y a des histoires de dopage aussi. Donc, il faut savoir que à la WAL, à la PAL, dans tout ce qui est professionnel, les contrôles antidopage, ça n'existe pas. Contrairement à l'aspect sportif, à la WAF, il y a des contrôles, puisque tu dois répondre à une charte de sportive, tu vois, une charte olympique, si tu veux. Voilà. Maintenant, je suis affilié, je suis agréé par le ministère, je suis agréé aussi à la FLD, l'Agence française de lutte antidopage. Donc, il va y avoir des contrôles. Donc, forcément, il y a des gens en France à qui ça ne plaît pas, qui ont plutôt tendance à aller vers les Ligues Pro, Mazurenko, l'IFA, qui ne sont pas reconnus, tu vois, au niveau de la WADA et du contrôle antidopage. Voilà, ça commence à créer des tensions. C'est dommage. Après, je pense qu'avec le temps, ça va s'aplanir. Mais bon, en ce moment, on perd de la lisibilité. Donc, quelqu'un qui arrive, il est complètement perdu, tu vois. Il faut vraiment être dedans depuis longtemps. Des fois, même comme moi, connaître un peu l'envers du décor, si tu veux, pour essayer de comprendre comment ça se passe. Mais c'est vrai aussi pour la boxe. Je veux dire, il y a 15 titres de champion du monde. Voilà, et voilà, les titres réunifiés, la ceinture de machin, la ceinture de trucs. Voilà, on y va. On va dans ça, dans le bras de fer, en fait. Voilà. Et il y aura toujours un truc officiel, comme dans la boxe. Il y a tes champions de France de boxe, tes champions olympiques, tes champions du monde. Et après, tu as le côté pro. Le top 8, la PAL, etc. Sauf que, contrairement à la boxe, si tu veux, il n'y a que le côté professionnel qui compte. Je veux dire, le côté champion olympique, on dit c'est bien, mais bon, c'est pas un gros niveau, on le sait, tu vois. Alors que le niveau WAF est très élevé. Être champion du monde de la WAF, c'est comme gagner le Zloty, c'est la même chose. Voire des fois, c'est plus dur même. Ça dépend les années, tu vois. Et pareil, il y a le top 8 maintenant, c'est un peu différent. Là, ils prennent vraiment le top du top. Mais même, tu as des mecs qui restent à la WAF, qui ne sont pas dans le top 8, qui mériteraient d'être dans le top 8. Mais comme il y a ces mesures de sanctions qui étaient votées, et que ces mecs-là sont soit entraîneurs nationaux dans leur pays, ils ne peuvent pas aller faire le top 8. Ils ne peuvent pas. Ils ont le niveau pour le faire, mais ils ne peuvent pas. Tu me diras, ça laisse de la place pour les autres, si tu veux, mais tu as plein de mecs qui mériteraient dans le top 8 qui ne peuvent pas y aller parce qu'eux soit veulent rester dans le circuit officiel, soit parce qu'ils sont tenus. Je veux dire, à un moment donné, quand tu touches un salaire d'entraîneur national à l'année, tu fais vite le calcul. Tu dis, attends, je perds ça pour potentiellement gagner de l'argent, mais c'est pas sûr, parce qu'il faut gagner. Tu as des mecs qui se posent des questions, tu vois. Et, il y en a qui franchissent le cap, et à ce moment-là, tu as des mecs comme en Géorgie, par exemple, donc le numéro mondial que tu as sûrement vu, qui est Levan. Énorme. Tu vois, qui est monstrueux. Il a été champion du monde WAF pendant pas mal de temps. Il a gagné le Zloty avant, il faisait les deux, il revenait, etc. Puis à un moment donné, il y a eu le conflit, il a dû choisir. Lui, comme il est le meilleur du monde, il a dit je préfère faire le top 8 parce qu'en termes d'image, de marketing, puis d'argent, il y a quand même $50,000 à gagner pour le premier, donc c'est pas rien. Ça reste dérisoire par rapport à d'autres sports, mais c'est quand même. C'est quand même pas mal. Hein. Et si tu veux, lui, il faisait partie de l'équipe de Géorgie, mais maintenant il peut plus. D'accord, ah ouais. Et voilà, il peut plus. Alors ça reste une star en Géorgie. Hein. Il a, pour montrer même vraiment le niveau de reconnaissance de ce sport-là en Géorgie,
il a été élu sportif de l'année des sports non olympiques en Géorgie. Ok. Genre, voilà, avec d'autres sports, etc. Tu vois, il va dans des galas de sport avec l'actuel recordman du monde et champion du monde d'haltérophilie, qui est géorgien aussi, qui a battu le record. Voilà, les mecs posent ensemble, tu vois, c'est comme moi, voilà, enfin, je suis pas au même niveau, mais c'est comme si en France, tu vois, le meilleur français, j'allais dans une réception et il y avait d'autres sports reconnus, je sais pas, je suis avec Teddy Riner, je suis avec d'autres gars, c'est Ouais. comme ça pour l'instant, Ouais. tu veux. Mais en Géorgie, on en est là. Alors ça reste, il fait des shows télé, il fait un peu d'acting aussi, comme dans plein de sports qui font du crossover après quand les mecs sont plus connus. En Géorgie, voilà. Puis après, contrairement à moi, quoi, il a un physique exceptionnel, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est monstrueux, donc forcément, ça attire au niveau du cinéma, de plein de choses. Mais voilà, mais en tout cas, du point de vue officiel, il n'est plus dans l'équipe de Géorgie. Et il y avait un collègue à lui, un peu moins fort que lui, mais très fort, qui aurait pu participer au top 8, mais qui était entraîneur national de l'équipe de Géorgie, et qui, lui, a refusé, si tu veux, de rentrer dans le top 8 pour continuer à rester dans l'équipe de Géorgie et continuer à être entraîneur national. Sinon, il allait être exclu de la WAF, donc exclu de la Fédération de Géorgie. Voilà, on rentre dans des trucs un peu compliqués, si tu veux. Et, voilà, c'est des conflits qui arrivent comme ça. Voilà. D'accord. Voilà, mais c'est pas propre au bras de fer. Hein. Je veux dire, ça c'est arrivé dans d'autres sports. Ouais, c'est ça. Mais Surtout quand les sports sont jeunes, ouais, complètement. Voilà. Et qu'il y a de l'argent. Dès qu'il y a de l'argent, et puis c'est un sport jeune, et donc du coup, voilà, ça se structure, et tu as des gens qui veulent. Tout le monde veut sa part du gâteau. C'est comme ça. Et tu parlais là du dopage dans le sport. Est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que tu es tombé sur certains spécimens ou au contraire, c'est quand même assez bien cadré? Non, dès que tu vas faire les ligues professionnelles, je veux dire, celui qui est pas dopé, il y en a, tu vois, il y en a qui. C'est un peu comme les sports de combat, si tu veux. Forcément, tu as un avantage quand tu es dopé, mais ça ne fait pas tout. Je veux dire, tu peux être dopé comme tu veux. Voilà, le mec il peut ne pas être dopé en face, tu vas être peut-être plus puissant que lui, mais si tu sais pas boxer ou faire des sports, ça va rien changer. Hein, tu vas perdre. Dans le bras de fer, c'est un peu ça. Je veux dire, le dopage ne fait pas tout, clairement, tu vois, pas du tout. Par contre, forcément, à niveau égal technique, à capacité égale, forcément, si le mec prend des trucs, il va avoir un avantage sur toi, ça c'est clair. Après, rien ne t'empêche de battre des athlètes qui sont dopés. Bien sûr. Pas. Tu vas jouer sur d'autres facteurs, puis si le mec, souvent, en plus, le dopage fait que des fois, tu t'entraînes moins bien. Tu vois, les mecs négligent, tu vois, ils sont tellement puissants qu'après, ils négligent l'aspect technique, l'aspect endurance. Plein de choses qui jouent, tu vois. Après, il y a le dopage intelligent, le dopage qui ne l'est pas, tu vois. Il y a des athlètes qui le font correctement, voilà. Et puis, il y a des mecs qui se... On va reprendre l'exemple du MMA, on va prendre Alistair Overeem. oui. Voilà. Lui, c'est l'exemple parfait, si tu veux. C'est un mec, à un moment donné, tu le vois avant et après, déjà techniquement, c'est déjà beaucoup plus faible, déjà. C'est différent. Ouais, c'est différent, mais moi, je trouvais déjà moins beau, tu vois, en termes techniques. Et puis après, le mec, un round, il explose, hein, tu vois. Le mec, après, il explose, tu vois. Et voilà, il a gagné sur certains points, tu vois. Il encaissait plus, il tapait comme un sourd, d'accord, tu vois. Et puis après, il faut dire qu'en plus, il a un background qui est énorme. Alistair, si tu veux, c'est un mec qui sait, c'est un vrai technicien, tu vois. Ouais. Mais tu prends d'autres gars qui sont pas des techniciens à la base, qui sont charlés comme des mules, ils font de la merde, tu vois. C'est pas beau, tu vois. C'est pas beau à voir, tu vois. Bon, Lesnar, tu vois, pas terrible, tu vois. Non, mais il reste fort, tu vois. Mais je veux dire, tu vois. Lesnar, c'est bien, tu vois, il a eu les titres, bon, parce qu'il s'est fait arranger les matchs, etc. Parce que c'est un mec buzz, si tu veux. Non, mais il fait un title shot alors qu'il n'y a pas droit, si tu veux. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, il l'a gagné. Il l'a gagné. Complètement. Bon, s'il avait fait le vrai parcours, je pense qu'il n'aurait jamais eu de titre. Ça, c'est clair, tu vois. Mais le parcours pour avoir les title shots, non, il aurait fait beaucoup trop de matchs, tu vois. T'as des mecs comme Ngannou, je sais pas combien ils font de matchs pour avoir des title matchs. Enfin, tu sais, il faut gagner je sais pas combien de combats. Non, mais si tu veux, voilà. Bon, après, bon. Lesnar aussi, c'est quand même un lutteur de base aussi. Il y a quand même de la technique aussi derrière, tu vois. Il vient pas nulle part, mais si tu veux, c'est pas forcément un avantage tout le temps. Mais ça existe, ça c'est clair. Mais c'est encadré, réprimandé. Enfin, quand tu vas toi dans les compétitions, après bien sûr, il y a plein de cas. Alors, les contrôles antidopage au bras de fer datent de 2006. Avant, il n'y en avait pas. Voilà. Les contrôles. Et déjà, est-ce qu'il y a eu un avant-après 2006 dans le sens où tu as pas mal de gars qui ont commencé à. Exactement. Non, en fait, il y a par exemple, si tu prends un mec qui est très connu aussi, Denis Siplenkov. Juste pour ceux qui écoutent, tapez Denis Siplenkov sur Google Images, vous allez rigoler. Voilà. Ce mec-là, par exemple, qui a été considéré comme le numéro 1 mondial, à juste titre, hein, tu vois,
mais il a fait que des compétitions professionnelles. Il n'a jamais gagné, on va dire, le championnat du monde officiel, qui est la WAF. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrôles. Qu'est-ce qu'il allait faire dans un championnat du monde comme ça, où il y a des contrôles, où il y a peu d'argent à gagner par rapport aux professionnels? Il est resté dans cette zone-là. Tu as d'autres mecs qui ont fait les deux, tu vois, Andrei Pouchkar qui ont fait les deux, tu vois. Et puis après, moi, pour avoir fait les deux, c'est, tu vois, quand tu vas à la WAF, les mêmes athlètes, hein, la prépa n'est pas la même. Tu le vois là, tu le vois 4 mois plus tard, tu dis merde, c'est pas le même. Ah oui, Donc il arrive, il est clean, tu vois, pour la WAF, parce qu'il sait qu'il va être contrôlé. Et puis après, il va faire les compétitions pro, et pour être à égalité avec les autres, il change de régime, si tu veux, ça existe. Alors, il ne faut pas généraliser, parce que, je veux dire, le dopage ne fait pas tout dans le sport. Mais tu as eu cette tentation, encore toi moins bien, et encore moins dans les sports de combat et les sports d'affrontement. Dire, allez, dans le vélo, dans le strongman, dans des sports un peu de force, tu vois, où la technique, elle joue beaucoup moins, on va dire qu'un mec qui prend rien, c'est compliqué d'être au top niveau. C'est vraiment compliqué. J'y crois très moyennement, tu vois. Au bras de fer, tu peux être au top niveau sans rien prendre. C'est possible. Comme en sport de combat, tu peux être au top niveau sans rien prendre. Alors, est-ce que peut-être qu'à un moment donné, ça va te créer un désavantage par rapport à un autre adversaire qui prendra ? Mais pas forcément. Tu peux essayer de pallier cet avantage-là par d'autres facteurs. C'est possible. C'est encore possible dans le bras de fer, si tu veux. Mais c'est un facteur qui est important, parce qu'effectivement, la force musculaire, elle est prépondérante. Donc forcément, si le mec il prend 15% ou 30% de force de plus que toi, compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Après, tu peux jouer sur la vitesse, tu peux jouer sur des axes, tu peux jouer sur ta technique pour essayer de pallier ça. Et tu t'es jamais dit de faire les deux régimes, justement, ou par exemple, comme on va reprendre les comparaisons avec le MMA, où tu vois le mec qui arrivait clean au Pride, c'était, tu te tires un peu une balle dans le pied. Est-ce que justement, toi, tu t'es pas dit, quand tu fais les compètes où justement tu sais que c'est tranquille, pourquoi pas céder à la tentation? Forcément, ça reste, tu es forcément tenté par ça. Je vais pas te mentir, tu vois. Forcément, tu tournes autour de ça. J'ai fait des sports de combat, de force partout, tu vois. Le dopage est partout, tu vois. Et même dès que tu fais de la perf, en plus, tu vois, on te dit, forcément, s'il a fait ça, c'est qu'il prend. Tu vois. Et toi, quand tu prends rien, tu dis, bon, si de toute manière tout le monde ne le croit, autant le faire, tu vois. Non mais, tu vois, à un moment donné, si tout le monde pense que tu l'as fait comme ça, autant le faire, tu vois. Mais après, je pense pas que ça soit une solution, tu vois. Après, en dehors, tu vois, des problèmes de santé que tu peux avoir, c'est pas mon métier non plus, tu vois. Oui, eux, ça doit être beaucoup plus encadré aussi. Je peux le comprendre si c'est ton métier. Pour certains athlètes, ils gagnent leur vie avec ça, ils en ont besoin. Justifier à un moment donné, quand c'est pas ton métier, voilà, tu vois, je pense que c'est pas utile. C'est vraiment pas voilà. Voilà, quand le mec, effectivement, il gagne sa vie sur ça. Des fois, certains nourrissent leur famille avec ça, tu vois. Ok. Après, tu peux toujours te dire, bon, pour la gloire, j'arrive, je dois être prêt parce que l'autre a pris des trucs, je dois prendre la même chose que lui. Je pense pas que ça soit la bonne chose. Et pour moi, c'est pas à faire. Et puis après, c'est pas une bonne image du sport. Je suis pas naïf, tu vois. Je sais que ça existe. Et je pense pas que ça enlève, tu vois, aux champions d'être champions. À un moment donné, ok, ils ont fait ce choix-là. C'est pas ça qui les a amenés ici. Si tu veux. Ils ont fait ça. Bon, tu peux te dire c'est de la triche, c'est pas bien. Ok, c'est sûr, c'est pas bien. Déjà, en plus, c'est illégal. Déjà, premièrement. Mais moi, je jette pas tout. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont trop virulents. Il s'est dopé, il voit rien. Je suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce qu'il s'est dopé qu'il voit rien. Ok, c'est pas bien. Ok, il faut dire que c'est pas bien. Il faut pas qu'il le fasse. À un moment donné, je veux dire, ça reste, le mec a travaillé, le mec a des compétences, tu vois, le mec a fait des sacrifices pour arriver là. Mais il allait trop loin, il a cédé à la tentation. La tentation, elle est là. À un moment donné, voilà, il y a que ceux, je pense, qui n'ont pas fait du sport à haut niveau qui peuvent. Je dis pas accepter, en aucune manière tu peux accepter le dopage, mais tu peux le comprendre. Moi, je le comprends. Et je jette pas, voilà. Je perds pas d'admiration pour des mecs qui ont été dopés. Ça n'enlève rien. Après, je dis c'est dommage, tu vois. Et peut-être que même il aurait pu arriver à ça sans rien prendre. Il le sait pas. En fait, tu le sais pas en fait vraiment, tu vois. Donc voilà. Après, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dessus. Voilà, moi voilà. Il faut combattre ça parce que même du point de vue santé, si tu veux, parce que si Plenkov, il lui arrivait un peu une tuile là. Bien sûr. Bien sûr, il faut combattre ça. Après, il faut pas, voilà, bien sûr, ça existe. Et puis, dès que le sport devient de plus en plus physique, forcément, tu en as, quoi. Mais c'est pas propre au bras de fer. Je veux dire, voilà, tous les sports, tu en as plus ou moins, tu vois. Voilà, effectivement. Alors maintenant, il y en a de moins en moins au niveau de la WAF. Ça, c'est bien parce qu'ils font énormément de contrôles. Tu as des contrôles hors compétition maintenant, tu vois. Plus tu auras,
tu as ça maintenant, demain aussi en France, ce qui va se passer, maintenant qu'on est agréé, délégataire, on peut avoir des contrôles hors compétition, ou même dans des compétitions régionales, tu peux avoir des mecs qui arrivent et qui font des contrôles. Donc ça c'est bien, tu vois, ça va éviter les mecs qui sont propres une partie de l'année, moins propres une autre partie, si tu veux. Ça c'est bien, parce que je pense que il y aura toujours, tu vois, des mecs qui te prennent, etc. Mais au moins, plus tu mets de barrières à ça, moins la tentation, moins tu tombes dans la tentation. La tentation sera toujours là. Mais plus tu vas mettre de cadre, moins il y a de gens qui vont tomber là-dedans. Et après, ceux qui font ça, c'est, ouais, voilà, ils le font. Ils le font. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, ouais. Bah, écoute. Ah là là. Mon cher Rust, avez-vous d'autres questions? C'est bon pour moi. Eh bien, j'avais une toute dernière question. Moi, c'était au niveau des blessures et le fait que ton job, je pense, mine de rien, de kiné doit t'aider pas mal quand même là-dedans pour la prévention des blessures, tes préparations et peut-être même lors des compétitions aussi, non? Ouais, ça m'aide et en même temps, oui et non. Tu sais, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tu es de très bons conseils pour les autres, mais des fois, tu les suis pas toi-même ou tu prends pas le temps. Tu vois, moi, si j'ai un truc à régler, c'est prendre le temps de me soigner, si tu veux. Parce que souvent, voilà, tu soignes des gens, mais bon, tu vois, j'ai au boulot, et puis je dis, allez, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je fais pas assez de prévention. Tu vois, je pourrais moi-même me faire des séances de kiné, même quand j'ai. Ça, c'est important aussi, tu vois. Tu as ça chez les athlètes de haut niveau. En même temps, ils vont, même après des entraînements, voilà, ils vont faire de la récup. Parce que tu vois, de la fasciathérapie, des massages profonds, etc. Même si tu n'es pas blessé, ça t'aide à récupérer, ça t'aide à prévenir les blessures. Je ne le fais pas. J'attends d'être vraiment blessé pour faire des trucs, tu vois. C'est pas bien. Et je sais que c'est pas bien. C'est mon métier. Voilà. Tu n'as pas forcément cette attitude-là par rapport à toi-même. D'ailleurs, c'est pas pour rien que même quand tu es très bon dans un sport, tu as besoin d'un coach. Tu n'as pas forcément besoin d'un coach pour qu'il t'apprenne des trucs, mais pour le cadrage. Se cadrer tout seul, l'autodiscipline, elle est très dure. Et voilà. Après, dans le bras de fer, on n'est pas à ce niveau-là d'encadrement encore. Donc forcément, oui, d'un côté, ça m'aide. Ça m'aide plus pour aider les autres que pour m'aider moi-même, en fait. Mais ouais, forcément. Puis ça m'a aidé même pour apprendre plus rapidement le sport. Tu comprends plus rapidement les choses et tu vois comment fonctionne le corps. Donc tu adaptes ton entraînement en fonction de ça. Comme j'ai expliqué, le bras de fer, c'est beaucoup plus technique et profond comme sport que ça en a l'air. Donc du coup, forcément, ça m'a aidé aussi à progresser plus vite. Tu vois, moi, très rapidement, en dehors du background sportif que j'avais, mais en un an et demi, j'ai atteint un niveau international qui souvent, quand tu commences, ça prend 3-4 ans. Après, il y a eu plusieurs facteurs. Il y a ce facteur-là, du fait d'une approche différente du corps, du sport, un encadrement sympa. J'ai des mecs super forts pour m'entraîner et me coacher. Ça, c'est super important. Mais tout ça a permis que ça aille plus vite, si tu veux. Ouais, forcément, c'est dans mon métier m'aide, mais pas autant qu'il devrait. Pas autant que ça devrait. Voilà. Et ça, c'est un problème perso qu'il faut discipliner, quoi. Et j'aurais juste du coup une dernière question de fanboy, simplement. Est-ce que quand tu as rencontré certaines personnes, je sais pas si, oui, je crois que tu as rencontré Siplenkov ou n'importe qui. Rencontré tout le monde, quoi, quasiment. Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs, quand tu as chopé le bras, tu as chopé la main, tu t'es dit putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, les vannes, Siplenkov, c'est n'importe quoi, tu vois. En plus, Siplenkov, il y a des mains monstrueuses, non? Ouais, c'est des mains super larges, tu vois. Elles sont pas super grandes, tu vois, en longueur, tu vois, mais la largeur, c'est n'importe quoi. Tu prends une cuisse. Mais après, si tu veux, les vannes comme Siplenkov, j'ai pas ce qu'on appelle tiré. J'ai pas fait de sparring avec. Tu vois, je les ai rencontrés. D'accord. On peut parler, on a fait une photo, j'ai pris la main, mais j'ai pas pu sentir exactement. D'accord. Quand tu fais un match ou un sparring, c'est là où tu vois les choses. Ouais. Il fait ça avec Larat, mais il a des mains communes, tu vois, il a des grandes mains parce qu'il est grand, mais rien d'affolant. Tu as un mec comme Dave Sheffy qui a des mains denses, hyper dures. Je pense que j'ai jamais pris des mains aussi dures, tu vois, en compétition. Tu vois, mec, c'est de l'acier que tu prends. Putain. Voilà, mais il fait partie des meilleurs du monde, tu vois. Voilà, tu as un mec comme Laletine, très impressionnant, tu vois. Vitaly Laletine, tu vois, c'est un mec qui fait 2,04 m, quelque chose comme ça, 2,05 m, c'est un poignet, pas forcément une grande main, pas forcément, voilà, comme Siplenkov ou Levan, où c'est des steaks que tu prends, tu vois, c'est énorme. Mais une force colossale dans le poignet, tu vois. C'est des mecs qui ont des forces dans la main, une rigidité dans la main qui est vraiment impressionnante, quoi. Ouais, t'as des mecs qui m'ont impressionné comme ça. Et après, pour les rencontres, tu vois, un mec comme Devon Larratt, c'est un mec en or, tu vois. Mais après, c'est le côté aussi nord-américain.
La Ouais. première fois, je le rencontre, enfin, on se parlait depuis un moment, on se suivait, et puis je le rencontre en Allemagne comme ça. Il y a du monde, tu t'imagines, le mec il est jamais lâché, tu vois. Il me voit de loin, tu vois. Je lui dis, je vais venir, etc. On va se voir. Il fait, hey, il traverse, tu vois. C'est des Van Larat, hein, tu vois. Je veux dire, c'est à moi. Il vient vers moi, il me dit, putain, ça va, c'est plus le temps, tu vois. Tac, I'm fan of you, tu vois. C'est des Van Oh, Larat. Et ben, je dis, moi, ça tombe bien, moi aussi, tu vois. Mais, mais si tu veux, c'est voilà, Devon Larratt, il est hyper naturel, c'est un mec super cool, tu vois, c'est un immense champion. Mais c'est le côté nord-américain aussi qui veut ça, c'est une culture ouais. différente. Les mecs de l'Est sont un peu différents. Ouais. C'est pas ils sont plus froids au premier abord, c'est pas des mauvais gars, mais il faut briser la glace un petit peu. Tu Ouais. vois, il faut que tu sois dans un cercle un peu plus proche pour pouvoir vraiment rentrer, tu vois, en contact avec eux. Ouais. Voilà, mais Devon Larratt, ça a été une super rencontre, super gars. Après des mecs qui m'ont marqué. Tu as la Létine en sparring, c'était vraiment impressionnant, quoi. De force dans la main, tu vois, j'ai rarement vu ça. Ouais, Et pour Dave Chaffee, c'est quoi qui fait qu'il a une main qui est littéralement de l'acier? C'est parce qu'il fait un taf à côté où il l'utilise beaucoup? C'est sa manière de s'entraîner? Comment ça se fait? après, je vais pas rentrer dans les polémiques pour ça, mais après, Ah, il y a des facteurs qui peuvent jouer, qui te rendent plus dur, hein, ça comme ça, mais après, ouais, c'est son entraînement, tu vois, le mec, il a un entraînement. Après, je pense pas que ça soit son métier, il est gardien de prison de haute sécurité. Non, putain. Je pense pas qu'il travaille spécialement ses mains, mais c'est un mec qui fait du bras de fer depuis pareil, hein, c'est les années, hein, tu vois, je veux dire, à un moment donné, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans qu'il fait du bras de fer, donc Ouais. forcément ça paye, hein, à un moment donné, c'est l'entraînement de qualité ouais. qui paye, et puis voilà, quoi, ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi, tu vois. Moi, je me souviens, c'était en Russie, tu vois, je l'ai affronté, j'étais en backstage, on m'appelle, des chefs, sais, quand on t'appelle comme ça, tu sais que tu as perdu déjà. Et tu sais, on est en backstage, on est face à face, on prend de la magnésie, tu vois. Donc, tu prends de la magnésie avant, tu vois, pour avoir un bon grip, tu vois, pour pas transpirer. Et je le regarde, je dis, vas-y doucement, me casse pas le bras, tu vois, en rigolant, tu vois. Je dis ça en rigolant. Et parce que je savais qu'il n'y avait rien à faire. Mais lui, tu vois, comme certains athlètes, Lara, tu n'aurais pas réagi pareil, ou d'autres athlètes, il aurait rigolé. Lui, il était Mm. concentré, tu vois. Alors, j'étais pas une menace pour lui du tout, hein, tu vois, Ouais. lui, il jouait la première place avec Sipienkov, hein, c'était tout, quoi, tu vois, ils étaient tous les deux au-dessus de la compétition, si tu veux. Ouais. Il aurait pu prendre un café, il m'écrasait, tu vois. Mais il a joué, voilà, il m'est rentré dedans comme s'il jouait Sipienkov presque, tu vois. C'est Ouais. pareil, tu vois. Très, très dans le match, tu vois, très Ouais. dans ce truc. Alors que moi, j'arrivais relaxé, tu vois. Moi, c'était juste ouais, je dis, allez, on essaye un peu, tu vois, t'essayes de mettre un peu. Mais Ouais. j'ai même pas pu mettre de force dedans, tu vois. Il y avait tellement de contrôle. C'est-à-dire que quand l'adversaire est tellement fort, tu peux pas connecter. Ce qu'on appelle quand tu peux pas connecter, c'est qu'il y a vraiment un écart de force. Ouais. Ok. Tu vois, c'est quand tu peux pas connecter ta main et ton poignet à ton corps, tu vois. Quand le mec te domine tellement, tu peux pas connecter. Là, tu te dis, tu peux pas jauger la différence en fait. Le mec est trop loin. Putain. Tu vois, Ouais. tu peux pas jauger la différence. Après, tu peux perdre un match assez rapidement, tu vois. De l'extérieur, on dit putain, il peut pas. Mais tu te dis, Ouais. il faut pas beaucoup. Il faut pas beaucoup pour que ça joue. Tu vois, le Ouais. mec est fort, il n'y a rien à dire, mais il faut pas beaucoup. Tu vois, un mec comme Tim Brasnan, par exemple, tu vois, qui est très fort aussi, qui fait partie des meilleurs du monde, je l'ai affronté à l'Open aux Zloty. Il est plus fort que moi, tu vois. Mais Il y a. si je travaille un peu, si je gagne un peu plus de force, on va jouer. Alors peut-être qu'il me gagnera toujours, mais au lieu de m'amener au pas très rapidement, ça va s'arrêter, on va jouer. Ce qu'on appelle jouer, c'est qu'un match va durer une Ouais. dizaine, une vingtaine de secondes. Peut-être que tu le perds, mais dès que tu commences à rentrer dans des matchs qui durent un peu, ça veut dire que l'écart est pas si loin que ça. Ouais. J'ai senti ça. Après, avec Sheffield, j'ai rien senti, tu vois. J'ai senti que j'ai pris un train dans la gueule, tu vois. Voilà, c'est pour te montrer les écarts de niveau, tu vois, Ouais. qu'il peut y avoir. Mais bon, voilà, c'est des mecs comme ça. Tu vois même Levan, hein, il a fait le top 8 et il a gagné 6-0 tout le monde. Il y a quasiment personne qui l'a arrêté, tu vois. Et pourtant, en face, t'as les meilleurs du monde. Hein. Tu vois ce que Ouais. je veux dire. Voilà, il y a que la Létine en finale où ça a joué. Donc c'était pas loin. Après le reste, il n'y a pas eu de match. Tim Bresnan, il était nulle part. Je veux dire, voilà, les autres étaient nulle part, tu vois. Pourtant, c'est des vrais athlètes en face, tu vois. Ouais. Parce qu'en bras de fer aussi, c'est dès que tu es vraiment supérieur à ton adversaire dans le poignet, dans la main, il y a tout le reste qui déconnecte, tu vois. Tu es nulle Ouais. part, tu vois. Dès que le mec est un peu plus fort que toi dans la main, et des fois, il ne faut pas tant que ça, contrairement à l'idée reçue, tu vois. Pas tellement plus de force dans certains axes pour être très dominant par rapport à quelqu'un. Sur D'accord. des axes spécifiques. Après, tu peux être à égalité sur le reste. Sur des axes spécifiques, si tu as un vrai écart,
vois, de force, de 15%, ça se traduit sur la table par tu te fais éclater, tu vois, t'es nulle part. Alors que sur tout le reste, tu peux être à peu près au même niveau. Et par contre, les axes spécifiques, c'est comme tout, prendre 10% ou 15% de force sur un endroit précis, connecté à toute une chaîne. Ouais. Pas un mois que tu fais ça. Des fois, il faut des années en fait. Voilà, c'est pour répondre à ta question. D'accord. Eh ben formidable. Merci beaucoup, Aymeric. De rien, avec plaisir. C'était passionnant. Soit.